Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite annonce pour vous. Notre ami Sugar Sammy est de retour de la France. Il était en France, si vous ne le savez pas. Il jugeait les talents des Français. Spoiler alert, pas beaucoup de talent en France. Et il a montré comment faire le vrai stand-up. Ouais, c'est un génie là-bas. Alors, il est retourné, puis il y a son nouveau show bilingue, You're Gonna Rire Part 2. C'est vraiment incroyable. Cette fois-ci, ça va pas juste être à Montréal. Il y a en Estrie, Ville de Québec, partout au Québec. Les billets sont à sugarsammy.com. Je pense pas que vous pouvez attendre beaucoup parce qu'habituellement, ces shows sont complets vraiment, vraiment vite. Sugar Sammy, c'est un ami du show, c'est un de nos amis. Il est vraiment, vraiment drôle, un de nos meilleurs humoristes. Alors, si vous avez la chance, puis vous êtes bilingue spécialement, allez voir son show. You're Gonna Rire 2. Encore une fois, sugarsammy.com pour les billets. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all away. Ouais, puis je vais te raconter aussi l'histoire en arrière de notre rencontre parce qu'on a 20 ans de différence. 21 ans. C'est où que... C'est pas la même différence d'âge avec toi puis Poseidon? Poseidon. Tu veux dire intellectuellement? C'est... Parce que moi et lui, on est Je veux pas dire loin. que Mathieu est si faible intellectuellement que ça. Mais... Non, c'est pour ça que je te dis. Moi et lui, on est loin. Ouais. On a plus que 2 générations qui nous séparent, mais à quelque part, on se rejoint dans ce projet-là. Vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés sur son podcast à lui. Ben, Donc, en fait, moi, la vas-y, première raconte. fois que j'ai vu Steven, c'était au Minotaur à Gatineau, dans une soirée d'humour. Je pense que c'était de l'année. Mhm. Puis j'avais aimé son number. Puis après ça, j'étais comme, OK, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Puis j'avais déjà parti mon propre podcast et mon studio chez moi. Fait que tout continue. C'était quand ça que tu avais parti ton podcast? Ça fait 1 an et demi à peu près. OK. Ça fait 1 an et demi, puis je le revois au Troquet. Je me suis levé après le show. Je suis allé demander « Veux-tu venir sur mon podcast? » Je pense que ça pourrait faire un bel épisode. Puis il est venu sur mon podcast. On a eu ça s'est super bien passé, même si on a perdu la moitié du footage. Là. Comment ça? qu'est-ce qui est arrivé? Problème technique? Ouais, problème technique. Ça arrive à tout le monde, man. Ouais. Ça arrivait à moi plein de fois aussi. Ouais, c'est ça. Puis on avait tapé comme 2h30 de podcast. Ouais. C'était très intéressant. Mathieu est très humble, mais son podcast, Débat-toi, à la base, c'était un podcast qui était très bien structuré. Il y avait une belle image, les caméras, c'était de la bonne qualité, le son était extraordinaire. Donc moi, j'avais envie d'y proposer éventuellement de partir un podcast avec moi. Parce que j'avais pas l'expertise pour partir le podcast. OK. Je vais être complètement honnête. J'avais envie de faire partie du monde du podcast. La radio m'intéressait beaucoup, surtout pour les interventions que j'avais faites dans une émission ou pour un autre. Donc, systématiquement, c'était clair pour moi que je m'en allais lui proposer de monter un projet ensemble, mais un projet qui allait être un petit peu différent de celui qui produisait de façon régulière. Donc, je voulais ça devant public parce que je pense que pour les artistes, les humoristes, on va tirer le maximum de nous quand on est face au public. Quand les gens sont là, c'est sur le edge, tu as besoin de puncher, tu as besoin de raconter une anecdote qui est sanglante. Je voulais beaucoup ce concept-là et je le voulais live. Live pour supporter la liberté d'expression, mais aussi pour permettre aux gens de voir qui on est vraiment dans toute la portion intégrale du podcast. Sans montage, là, vraiment. Sans montage. Un vrai sans montage. Là. Tu sais, les débuts de podcast sont pas toujours têtes parce que on publie sur plusieurs plateformes, YouTube puis Facebook en même temps. Non, pas En Twitch fait, encore. c'est Facebook qui est notre plateforme principale qui va chercher le maximum d'heures d'écoute parce que dès le jour 1, on s'est associé avec une téléweb, donc Gatineau.tv, qui nous diffusait
en live à chaque semaine. Et c'est là, on a eu des chiffres astronomiques au début là, d'écoute. Puis on était durant la période des camionneurs à Ottawa. Et nous, on produit ça à Gatineau. Donc, on avait ce leverage-là d'auditeurs qui n'avaient rien d'autre à faire que d'écouter le podcast. Et c'est de là que nos premiers fans ont vu le jour de Gatineau.tv. Et depuis, on cherche toujours des partenaires pour diffuser le podcast sur d'autres pages Facebook avec beaucoup d'abonnés. Donc, en chiffres, le podcast sur YouTube n'est pas significatif, mais quand on va chercher où on broadcast, YouTube, là, les c'est chiffres sont difficile. intéressants. Je vais dire que YouTube, c'est difficile parce que même moi, c'est vraiment en audio, c'est sur Spotify, c'est tout ça. Et YouTube, pour amener les gens chez YouTube, si tu n'as pas quelque chose d'extra, comme pour moi, si tu connais les invités, tu sais de quoi ils ont l'air, ben, tu t'en fous de regarder. Tu vas pas regarder 1 heure, 2 heures, tu vas l'écouter. Oui. Je les comprends. Oui. Je comprends. Mais alors, YouTube, c'est toujours difficile. Ça, je sais parce que je le vis. Et c'est pour ça que là, j'ai dû mettre la main dans ma poche et j'ai annoncé qu'au premier 1000 abonnés, ben, j'allais donner 1 000 $ en argent. C'est pas un gros incitatif, mais c'en est un suffisamment pour être capable d'intéresser les gens à s'abonner, surtout les pauvres. Alors, la majorité des gens dans le pays, ouais. Ben, la majorité de nos abonnés. Là. C'est vrai, Alors, on fait un podcast pour l'école bleue, je pense. Le produit, ça va rejoindre beaucoup l'école bleue, mais des fois, on a des entrevues de fond. Des fois, ça va être un peu plus touchant, un peu moins humoristique, mais on reste toujours, je pense, très intéressant parce que la radio nous a permis de sortir du web. Et maintenant, le Soundcheck Podcast, on le met en format 60 minutes et on est rendu à la radio 3 fois par semaine à Unique FM 94.5. Donc, le podcast est sorti du web, est rendu à la radio. Et ben là, éventuellement, peut-être qu'on va le vendre dans d'autres stations de radio, mais pour l'instant... Si tu peux, pourquoi pas, Ben? On est dans la région de la capitale nationale. On est très fiers. Ils sont déjà montés les épisodes. Exact. Fait que, si Cogeco veut nous acheter demain matin, on est prêt. Et on sait qu'on a un contenu radiophonique si on est à la radio, parce que sinon, il y aurait beaucoup de plaintes qui auraient été faites au CRTC ou directement à la station. C'est pour ça que moi, j'aime l'Internet. Je m'en fous du CRTC. Oui. Oh, j'ai une question, parce que je ne veux pas l'oublier, parce que tu as mentionné les camionneurs. Oui. Toi, étant un soldat, tu es un vétéran, tu es quelqu'un qui t'as pris ta vie dans tes mains, puis tu as risqué tout pour nous, pour que moi, je puisse dire qu'est-ce que je veux, puis tout ça. Qu'est-ce que tu pensais de ça? Comme est-ce que tu étais pour leur droit d'aller faire une proteste puis tout ça? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans le milieu, ils sont pas trop sûrs comment répondre à ça, mais toi, tu as une vision unique parce que tu es une des personnes qui s'est battue vraiment pour qu'on puisse faire ça. C'est pour ça que je suis curieux de ton opinion. Je suis divisé pour deux choses. Premièrement, le droit à la manifestation, je l'y crois. Je crois en l'état de droit, même si notre système de justice n'est pas parfait, je crois en l'état de droit à la fin de la journée. Quand il est arrivé l'histoire des camionneurs et on a fait face à un siège, OK? Premièrement, moi, je pensais que c'était la crise du logement. Je pensais que c'était ça le problème. non, c'est pas vrai, mais on a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont vécu pendant des semaines et je voyais le dérangement que ça faisait dans la ville, mais en même temps, j'étais favorable, pas nécessairement au discours, mais au fait qu'on revendiquait la fin des mesures sanitaires. Dans les médias, on a essayé de faire croire que le mouvement était très désorganisé puis qu'il y avait des requêtes partout, en fait, qui étaient différentes. Mais la raison première, c'était l'arrêt des mesures sanitaires au Canada. Et de par leur siège, ils voulaient faire changer le gouvernement dans sa position. Puis je pense qu'il y avait aussi une revendication pour le libre choix de prendre un acte médical qui était en soi le vaccin. Donc, j'étais pour que les gens manifestent de cette façon-là. J'ai trouvé que ça avait été bien fait dans le sens que la ville ne s'est pas retrouvée saccagée, mais je pouvais comprendre qu'il y avait beaucoup de citoyens, puis il y était environ 1000 qui ont fait partie du recours collectif, 1000 qui n'ont pas été bien desservis par la police parce qu'ils n'ont pas pu faire cesser les klaxons dans la nuit. Donc, j'étais très contre ça parce que moi je suis sympathique vers ça parce que moi, si tu klaxonnes pendant toute la nuit puis j'essaie de dormir... Tu vas venir fou. Je vais tuer quelqu'un. C'est pas comme à New York où c'est des petits taxis qui klaxonnent. C'est des camions avec... carrément des flûtes. Là, je suis allé à la manifestation la première journée. J'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient rassemblés et qui soutenaient une cause commune
qui n'était pas nécessairement très bien défini, mais les gens étaient là de façon pacifique, avec des enfants, avec la famille. Oui, il y avait des agitateurs, mais je Comme pense toujours. que dans chaque manifestation, tu as des agitateurs, mais ils n'étaient pas nécessairement visibles de monsieur, madame, tout le monde durant la manifestation. C'est sûr que ça s'est empiré avec le temps. Et puis là, on a connu, je vais l'appeler la loi martiale, mais c'est la nouvelle loi sur les mesures d'urgence. D'urgence, oui. Exactement. Qui, Moi, je trouve qu'il n'était pas nécessaire dans le moment parce que c'est ça qui je trouve compliqué, c'est que c'est comme si le gouvernement disait « Vous avez tort, retournez chez vous », mais dès que tout était terminé, là, ils ont quand même annulé les mesures sanitaires. Alors, c'est comme s'ils disaient « Oui, vous avez raison, mais on ne peut pas le faire à cause que tu me demandes. Exact. Tu dois fermer ta gueule, puis je dois montrer que c'est moi qui ai décidé. » Pour moi, ça, c'était fou. on ne doit pas céder sous la pression. Pour moi, ça, c'était fou. C'était comme, mais t'aurais pas eu de la pression. Juste dit au début, quand t'as su que les camionneurs vont arriver, puis si t'avais déjà le plan d'annuler tout ça, annule déjà, dire, ben, vous avez rien à faire ici, on a déjà annulé tout ça. Mais non, lui, il voulait vraiment, c'est ça qui m'a fâché. C'était comme s'il voulait faire un peu la guerre avec son peuple, et ça, je n'oublie pas. Mais Puis, pour moi, c'est ça bon, mon opinion. Non, ça me parle ce que tu dis beaucoup parce que moi, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une volonté de ne pas écouter ceux qui étaient dans la rue et de les marginaliser à un point où est-ce qu'on les démonisait. On disait que c'était des gens qui avaient juste pas de bon sens, des criminels. Ouais. J'ai pas aimé ce portrait-là qu'on a donné du groupe. Puis ça venait de toutes les allégeances et de tous les partis du Canada. J'ai pas aimé l'image qu'on a fait de ça parce qu'on a essayé de travailler l'acceptabilité sociale pour pouvoir démanteler ce mouvement-là. Mais encore une fois, j'étais pas nécessairement pour le siège, j'étais pour la manifestation, mais je crois qu'on a un problème dans notre société dans le sens qu'on n'est pas capable de dire une manifestation, ça va durer 3 jours. Un temps après, déterminé. Et entre mettons, de 11 h le soir à 6 h le matin, c'est pas de bruit. Et s'il y a du bruit, à ce moment-là, si tu es dans une manifestation et tu déranges l'ordre public, il pourra avoir éventuellement des lois pour une arrestation, tu sais. Ouais, parce que là, tu déranges juste le monde innocent. Les policiers sont même pas là. Ça, je comprends. Oui. Je pense qu'on a un problème maintenant en société à cause des réseaux sociaux qu'on ne peut pas avoir des opinions différentes sans être le diable. C'est comme si toi, tu t'aimes une partie plus qu'une autre, puis moi, je l'aime pas. C'est comme si on doit devenir des ennemis. Puis ça me dérange parce que c'est pas ça la démocratie. On doit être capable de parler, puis pourquoi? Ah, peut-être ça, c'est une bonne raison, mais est-ce que tu as pensé à ça? Tu sais, on doit discuter. C'était ça le Canada, c'était ça les pays du premier monde au début. Je sais pas c'est où la date où tout a changé, mais maintenant, c'est comme si tu crois pas les mêmes choses que moi, tu es un criminel. Ça, je déteste. C'est comme c'est une pensée binaire. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Ouais. Tu peux pas avoir le droit d'avoir ta propre position à toi et les gens te respectent. J'ai pas aimé de la façon dont les médias aussi ont rapporté la nouvelle parce que j'ai l'impression que les médias sont de moins en moins objectifs. Je veux pas dire que c'est juste de la marde, mais plusieurs ont des allégeances politiques, plusieurs sont financés aussi par des gens qui ont leur propre agenda. Donc, j'ai pas aimé comment le gouvernement a réagi à ce siège-là, en fait. Pour en arriver à mettre fin au siège. Puis c'est normal, le gouvernement, c'est son travail à un moment donné de mettre fin à ça et de continuer à diriger le pays. Donc, je vais répondre à ta question quand tu m'as posé où est-ce que je me situais, moi. Ouais. Et je ne suis pas étranger à beaucoup d'anciens militaires et vétérans ou des militaires actifs, même des policiers et des gens qui étaient premiers répondants. C'est un dilemme éthique complètement entre le droit à la manifestation, qui fait partie de nos droits constitutionnels, j'y crois, mais aussi, à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc, j'étais vraiment mitigé à savoir, est-ce que je supporte mon gouvernement comme vétéran avec le serment d'allégeance que j'ai prêté quand j'ai joint les Forces armées canadiennes, ou je me situe du côté de la population qui a le droit de revendiquer quelque chose de différent que ce que le gouvernement propose. J'étais complètement divisé. Et même encore aujourd'hui, si tu me disais dans quel camp est-ce que tu te situais, je suis pas capable de prendre position. Je te comprends. C'est un peu plus complexe que qu'est-ce qu'on montre. Mm-hmm. C'était vraiment... Toute cette situation, c'était compliqué. Et les policiers, il y en avait beaucoup qui étaient en faveur du
comment la manifestation se déroulait. Moi, personnellement, je n'ai pas observé qu'il y a eu des vitrines de cassées. Il y a eu, je pense, un véhicule de la municipalité qui a été endommagé, mais rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les manifestations à Montréal. Ouais, au moins, ouais. Loin de là. C'est pas comme les séries des Canadiens. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si les Canadiens ont gagné, là. Ça, Ou regardez toutes les manifestations qu'il y a eu en pandémie. Ouais. Ça a souvent viré en casse et ça a coûté plusieurs millions de dollars. Ça, c'est drôle. Ça, c'est le Canada. Même quand c'est grand comme ça, t'as des grands camionneurs, puis tu penses, ça va être le bordel. C'était comme, klaxonner. Ça, c'est vraiment canadien. Je sais pas. Je pense que ça serait un sujet de thèse pour un anthropologue, là, mais il y avait une différence entre des manifestations de gens qui ont moins de moyens financiers et celui-là était fait par des gens qui avaient des moyens financiers. Donc, ça se traduisait différemment, je pense, en termes d'occupation. À cause qu'il y avait les moyens financiers, entre autres, pour apporter du carburant, pour apporter de la nourriture. Moi, j'ai vu des cantines à ciel ouvert, des gens qui nourrissaient tout le monde, puis l'argent provenait de donations. Quand tu regardes l'organisation, et puis c'est ça, je pense, qui a dépassé l'autorité publique, c'est que l'organisation avait des moyens. Et des moyens qui étaient pas à la hauteur d'une force armée, là, mais c'était significatif. Moi, comme ancien militaire, j'étais capable de voir toute l'organisation et la préparation au niveau de l'administration, du supply, commandement et contrôle. Je voyais vraiment qu'il y avait une très solide organisation. Ce qui leur a manqué, c'est peut-être quelqu'un qui est en relation avec les médias. Ça manque, c'est quelque chose qui manque toujours, je trouve. C'est la même chose que je vois aux États-Unis. Dès que quelqu'un a une idée contraire, ça devient le bordel parce qu'ils ne communiquent pas bien. Oui. Ils communiquent agressivement. Puis moi, je pensais que c'est juste les Américains, mais de qu'est-ce que je vois, c'est même dans l'Europe, c'est même ici, c'est partout. Tout le monde devient défensif. Oui. Tu ne peux pas juste dire « Ah ouais, tu penses ça? » Non, mais à cause que, tu sais, je peux t'expliquer, c'est vraiment « T'es le diable! » T'es le plus... Puis après, ça déborde, puis on devient des ennemis. Comme maintenant, ils disent, ils ont les midterm elections. Puis la manière où ils veulent promouvoir que le monde doit aller voter, ils disent, si tu ne votes pas pour tel parti, la démocratie va mourir. Mm-hmm. Mais la démocratie, c'est que tu as le choix de voter. Tu as la démocratie. Oui. C'est complètement horrible. Tu t'en vas pas en prison parce que tu as fait le choix de rester à la maison le jour des élections. Exactement. Mais c'est fou. C'est fou. On doit se calmer un peu, je pense. Oui. On doit se calmer puis arrêter avec tout ça. Je pense qu'on est allé beaucoup... je pense qu'en pandémie, on a vu un mouvement qui est allé peut-être un peu trop loin. Là, je pense que tranquillement, l'équilibre va s'installer puis on va reprendre nos opérations normales. Mais... je pense qu'on est encore en commission d'enquête. Je pense que la commission d'enquête n'est pas finie. Ça va être intéressant de voir les recommandations, puis aussi de voir tous les acteurs de cette crise-là qui, comme tu as mentionné, étaient mitigés, qui étaient qui avaient un conflit avec eux-mêmes de par leurs valeurs ou leurs allégeances. Tu sais. Ouais, c'est... on va voir que c'est... Moi, j'ai pas vraiment... J'ai pas beaucoup de confiance maintenant dans le gouvernement puis qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent avec Trudeau puis chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est comme si whatever, on oublie. Alors, j'ai pas beaucoup de confiance, mais je suis quand même heureux que les choses commencent à se calmer. Le monde, je vois même le discours commence à se calmer un peu de qu'est-ce que c'était, ça fait 6 mois. Mais les gens sont plus occupés. Ils sont retournés à leurs besognes, sont retournés à leurs activités, leurs loisirs, donc beaucoup moins de temps pour être sur les réseaux sociaux ou d'être dans les médias à dénoncer des comportements ou des projets sociétals qui ne sont pas justement dans leur agenda politique ou leurs valeurs personnelles. Puis toi, étais-tu toujours un gars impliqué dans les affaires politiques? T'étais-tu intéressé dans ça ou c'est juste à cause du métier, t'as tombé un peu dans ça puis tes connaissances? C'est sûr que j'ai été teinté de la politique fédérale de par mon serment d'allégeance puis le choix que j'avais fait à un jeune âge de joindre les Forces armées canadiennes. Je me suis toujours intéressé à la politique, mais en service, on n'a pas le droit de s'impliquer auprès d'un parti politique. On n'a pas le droit non plus de sortir sur la place publique pour parler de politique, mais j'ai toujours été un passionné de politique. Même, je pourrais dire que j'ai jamais été nécessairement... j'ai jamais été capable nécessairement de me positionner dans un parti quelconque, mais puis c'est drôle parce que en vieillissant, j'évolue aussi comme homme et même mes valeurs évoluent.
Et j'ai vu évoluer mes allégeances politiques également. Donc, c'est drôle de voir des transfuges, des fois, d'un parti à l'autre se faire, mais je le comprends davantage parce qu'en vieillissant, en grandissant, dépendamment sont où tes besoins, ben, tes allégeances politiques peuvent changer. Donc, moi aussi, je vois ça dans moi-même. Oui. Ouais. Donc, il faudrait que tu formes ton propre parti pour être capable de dire... J'aime pas les politiciens. Tu sais que moi, je les trouve... Il y a trop de crosseurs. Je veux pas mentir aux gens. Moi, je veux que les gens savent je suis qui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, tout ça. Puis si t'aimes pas ça, au moins tu sais je suis qui. Puis si t'aimes ça, au moins on est honnête. Ouais. Le problème que j'ai avec les politiciens, c'est qu'ils changent trop. Puis ils disent quelque chose, ils font le contraire. Puis ça m'énerve. Puis je sais que si je rentre dans ça, je vais me chicaner à chaque jour. Ouais. Parce que quand tu rentres dans ça, c'est vraiment comme si tu rentres dans le militaire. C'est pour le pays, pour le peuple. Mais c'est jamais pour eux. Ils travaillent pas pour nous, de qu'est-ce que je vois. C'est toujours pour leurs amis. Ça, je peux pas. Je me connais. J'ai pas le strain. Je vais tuer quelqu'un. Mhm. Ouais. Mhm. C'est pas pour moi. Est-ce que... qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Est-ce que tu es capable de vivre avec le chaos ou tu as besoin de structure? J'ai besoin de structure parce que... Ben, je peux vivre dans... Moi mes meilleurs moments sont quand je suis vraiment stressé, quand il y a trop de chaos. Moi, je peux me calmer. Puis, je suis très stratégique. Donc, tu es capable de travailler dans le chaos. Plus que travailler, je fais mon meilleur travail dans ça. Mais c'est juste que je veux pas ça pour tout le monde. Ouais. C'est ça que je comprends maintenant. Comme par exemple, Poseidon, on avait toute une discussion, ça fait 2 semaines à propos de ça. Lui, c'est un gars, comme moi, dans le chaos, je suis mon meilleur self. Lui, dans le chaos, c'est le contraire. Mais lui, quand c'est calme, puis c'est stratégique, il est dans un autre niveau. OK. Quand c'est calme, il voit tout, puis c'est comme s'il peut être Poseidon version 2.0. Fait que vous complétez bien. Ouais, c'est pour ça qu'on se complète bien. Ouais. Ouais. Mais moi, dans le chaos, c'est là où tu me vois, t'es comme, oh shit, ils peuvent vraiment faire ça. Je savais même pas. Parce que quand il n'y a pas de chaos, je rentre pas dans mon mode alternatif, là, le 2.0. Mais lui, c'est le contraire. Antonio, tu dors-tu? Ah non, Je suis concentré Ok, sur ok. le Switch. il me regarde dans la Je caméra. vais être Ouais. certain qu'il ne fait pas de nap en arrière de son ordinateur. Non, c'est pour ça que je te dis que maintenant c'est calme, alors il est fucking. Est-ce qu'il y a un plan de caméra dans sur le lui? zone. Ah ouais, il y a Ok, un plan de caméra cool, sur lui. cool. Fait que si tu dors, les auditeurs vont le savoir. S'il Mais décide de le mettre. si je switch sur moi, ouais. OK. Mais non, tu te souviens de la conversation que je parle? Ouais. Ouais, on parlait de ça, puis j'étais comme fuck, tu sais, le monde, tout le monde est différent. Tu dois trouver c'est où ton lane. Ouais. Parce que moi, avant, je savais pas. Moi, je pensais que tu sais, je dois me calmer, puis c'est là où je travaille bien. Puis après, je suis, oh shit, chaque fois que ça va mal, puis c'est le chaos, personne, c'est là où moi je rentre. Ouais, c'est comme dans le sport. Ben, l'armée, c'est pas étranger à ça. J'adore évoluer dans le chaos parce que dans le chaos, quand tu maîtrises le chaos, ben, tu peux tirer ton épingle du jeu. C'est sûr que c'est pas favorable pour quelqu'un qui est davantage plus anxieux et quand il arrive la pression et le chaos fonctionne un peu moins bien, mais j'aime beaucoup ça. Sachant très bien que tout le monde préfère davantage d'être encadré, structuré, d'avoir un environnement paisible. Ça a été ma première épreuve avec Steven, travailler parce que dans le fond, moi, je fais toute sa création de contenu, tous les visuels, les montages, j'ai captation de spectacle, je fais tout ce qui est technique, tout ce qui est visuel, parce qu'il n'y a pas le temps. Il est toujours partout. Puis là, il m'envoie dans la même journée, peux-tu me faire ça? Peux-tu me faire ça? Moi, j'étais à l'université, je fais comme off. Parce qu'il est à l'université en com. Il a changé, en fait, depuis que je le connais, il a changé de direction à l'école. Donc, à l'université, il a changé son programme. Il est allé en médias, il est allé en communication, justement pour être capable qu'on continue à évoluer dans ce métier-là. J'ai une question. Pourquoi ça? C'était-tu que tes aptitudes puis tes intérêts ont changé ou c'était-tu quelque chose qui était en arrière de ton cerveau que tu voulais possiblement faire? Il était en sciences. Oui, j'étais en sciences nat, qui est l'ancien Sciences Pures au cégep. Je m'en allais en kinésiologie à l'Université d'Ottawa. Puis la pandémie est arrivée. Sciences nat, c'était rendu presque impossible à compléter. Je l'ai quand même terminé, mais après, j'ai dit je ne veux plus jamais recroiser une formule mathématique. Ta mère aussi était dans ce domaine-là, oui, ma ce qui mère, faisait mon que tu étais frère aussi teinté. là-dedans. T'étais influencé, ouais. Ouais, ben, oui, c'est sûr, parce que l'éducation, c'est quelque chose qui est assez important chez moi. Mais aussitôt que j'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai tombé en amour, puis à un moment donné, ça s'est fait vraiment un coup de tête. Le vendredi soir, j'ai demandé à un de mes meilleurs amis, je fais on part un podcast, il dit ouais, le dimanche.
Le dimanche, j'avais déjà commandé tout l'équipement. On était dans ma chambre, puis on enregistrait notre premier podcast. C'est de là que j'ai fait, je ne vais plus jamais voir une formule, je ne vais plus jamais me casser la tête à faire de la drill. Je veux aller en communication. C'est tellement facile pour moi. C'est quelque chose que je performe dedans, puis j'aime ça performer. Il y a de quoi d'excitant dans le showbiz aussi. Moi, je découvre un tout autre univers. Ça fait 4 ans à temps plein que je fais ça. Puis quand je fais à temps plein, là, c'est comme 80 heures par semaine. Je mange de tout ça. Ça n'a juste pas de bon sens. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose d'enivrant dans le showbiz au Québec, et surtout en humour, parce qu'on est traités comme des rockstars. Je te dis, c'est bizarre. Puis moi, j'ai évolué dans ça. C'est à cause de Mike. Mike m'a rentré dans ça. Puis dans le domaine humoristique francophone. Ouais. Puis maintenant, c'est comme si j'ai des missions différentes. À cause que je vis ça, puis je vois c'est quoi, j'essaie de parler de ça et de montrer à l'autre partie du Canada puis de Montréal, tu sais, les anglophones. Oui. Hey, tu sais pas qu'est-ce qui se passe ici, tu dois voir ça. C'est une il y a autre de culture. quoi. C'est une autre culture, puis Oui. j'essaie de leur montrer. Puis j'essaie aussi de briser, puis je fais beaucoup des efforts, puis je pense que j'arrive à quelque chose. Oui. Il y avait des perceptions que le monde avait des Québécois francophones qui ne sont... C'est pas la vérité. Puis moi, puis Où ça a Poseidon, on évolué? vit ça. J'espère que moi, j'aide à évoluer ça parce que c'était toujours comme, les francophones, les Québécois de souche, ils te laissent pas rentrer. Ils sont xénophobes, ils sont ça, ils sont ça. Puis moi, je trouve que je suis l'exemple vivant Oui. que ce n'est pas vrai. Je suis une allophone. Oui, je parle les 3 langues, mais Oui. je vois l'accent. Mais tu parles mal les 3 Je langues. parle mal les 3 langues. Je fais mon humour en français. Qu'est-ce que... J'ai le Je parle de- soutien des Québécois. Le Frenchcast, ça a des fucking chiffres Ouais, hein? astronomiques. J'ai beaucoup de soutien des Québécois. Si la vérité, c'était que les Québécois détestent tout, qui n'est pas 100% Québécois et tout ça, moi, je serais impossible. Moi, je n'existerais pas. C'est vrai. Alors, j'essaie de montrer, je suis un effet vivant, que c'était tous des petits stéréotypes et tout ça que vous entendez parler, que si vous rentrez un peu dans la culture, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Alors, je veux être le pont, c'est comme rentrer. Vous allez voir quelque chose de différent. Puis je vois que dans mon milieu, puis avec les humoristes en anglais ici, ça commence à arriver un peu. J'espère que ça va continuer, puis ça va percer, tu sais, monsieur, madame, tout le monde pour voir ça. Mais je pense que je suis le meilleur exemple parce que je suis dans ça. Je peux me montrer que, écoute, c'était pas vrai. Qu'est-ce qui fait que les Québécois t'ont adopté autant si rapidement que ça? Qu'est-ce que tu penses qui fait que tu parles autant aux Québécois? Peut-être c'est parce que je suis d'ici, je suis né d'ici, Oui. alors je viens pas d'une Mais tu d'une viens place d'un où je milieu connais anglophone. anglophone ici, ouais, grec, grec, on va dire allophone. Mais quand même, toute mon école, c'était en français. OK. C'est ça que le monde, j'essaie de répéter, c'est Ouais. tout en français. J'ai mes connaissances. L'histoire du Québec, ça c'est différent. Ça, je suis une buff d'histoire, alors j'adore ça. Mais c'est juste que je suis relié au peuple ici. Je fais partie du peuple Oui. ici. Je veux pas, je suis Québécois. Oui. Québécois d'origine grecque, mais Québécois. Puis je pense, à cause que je dis, même si ça marche pas ou c'est mal, je dis la vérité. Même les choses, si moi j'ai tort ou, écoute, ça c'était pas bien, Oui. je vais leur dire. Alors je pense que peut-être c'est ça que les Québécois apprécient, qu'au moins ils disent la vérité. Puis je pense qu'avant, c'était de qu'est-ce que moi je vois. À chaque fois que je vois quelqu'un ici de l'humour qui ne fait pas partie de la culture, quand il parle des Québécois, je ne vais pas nommer des noms parce que je ne Ouais, vais pas non. commencer, mais je sais dans ma tête de qui je parle maintenant. C'est comme, en anglais, c'est des racistes. Ils n'aiment pas les Anglais, ils n'aiment pas les hommes, ils n'aiment pas tout ça. Mais c'est comme, je vis dans ça. Ouais. Je sais que qu'est-ce que tu dis, ce n'est pas vrai parce que moi, je mis l'effort. Mon français est amélioré peut-être 50, 60 fois. C'est meilleur de qu'est-ce que c'était au début quand moi j'ai fait mon premier sous-écoute avec Mike. Ouais. Moi, j'ai mis un peu d'effort. Puis eux, ils ont retourné la faveur, tu sais, avec leur soutien puis leur support et tout ça. Mhm. Alors, je vois la manière où on peut se connecter puis tout le monde peut être ensemble. C'est juste qu'il y a des gens qui ne veulent pas mettre l'effort. Ils veulent juste adopter une perception puis garder ça, même quand ce n'est pas vrai. Justement, c'est une des choses que je veux aborder avec toi. Je vais te parler de ma perception, moi, de client OK. par rapport à ton podcast, par rapport à ce que tu fais sur scène. J'ai l'impression qu'avec Mike et de tous les artisans avec lesquels vous vous entourez pour produire, exemple, le show de Rebels, Ouais. right? Où toutes vos productions semblent être soutenues par des gens qui
ont la même vision au niveau de la liberté d'expression. J'ai l'impression que vous avez créé un mouvement. C'est sûr que le mouvement a été initié par Mike et on l'a tous vécu au Centre Bell quand il a présenté le podcast Sous Écoute. Ouais. Devant 22 000 personnes. 21 131, je pense, c'est ça? 21 132 si on compte Mike. Ouais, Mike, c'est vrai. Il y avait plein de gens backstage qui ne comptent pas, alors c'est plus. Exactement, exactement. Mais j'ai l'impression que vous avez créé un phénomène autour de la liberté d'expression, mais autour des gens qui se donnent le droit d'exister comme ils sont, sans nécessairement être obligés de se cacher. On voit ça beaucoup dans l'humour. Les grands artistes font des shows en cachette. Ouais. Quand tu es rendu à faire un show en cachette, il y a un problème. Puis en plus, les billets se vendent. Ouais, c'est sold out, les shows en cachette. Donc, il y a... Un de mes amis fait ça, Sugar Sammy. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Sugar Sammy fait ça. Jean-François Mercier fait ça. Ouais, c'est vrai. JF Mercier fait ça. Puis les billets sont vendus dans 3 minutes. Puis on parle de centaines de billets. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, on fait des shows un petit peu plus intimes. On fait du contenu que les gens qui nous supportent, tu dis que c'était la pierre angulaire de développer son propre fanbase. Puis après ça, tu as le droit d'exister parce qu'il y a des gens qui te supportent dans les projets que tu vas mener à terme. J'ai l'impression que vous êtes après initier un genre de mouvement. Puis là, moi, je te l'ai tagué. J'ai #Rebels. Je suis certain que vous êtes après essayer de créer. Bien, vous êtes après créer un fanbase de gens qui ne va pas overthinker ce qu'on est après produire en contenu humoristique sur une scène, que ce soit sur un podcast, que ce soit dans une salle de spectacle. Vous êtes après créer quelque chose et je pense que ce qui nourrit tout ça, en partie, c'est la liberté d'expression parce que vous y croyez fondamentalement. Mike l'a prouvé, pas à juste ses fans, mais il l'a prouvé au Canada entier parce qu'il a fait avancer la cause de la liberté d'expression au Canada. Puis au monde, parce que les humoristes, nos amis américains, on se fait regarder. Puis il adore Mike à cause de ça. Oui. Beaucoup de respect pour moi. Oh oui, il y a quelque chose qui m'arrive maintenant que je trouve intéressant, que je peux parler avec vous. Avant tout ça, moi, je t'ai considéré le grec, on va dire. Maintenant, à cause que les humoristes américains, ils voient que je fais ça en français aussi. Oui. Maintenant, quand ils parlent de moi, c'est le Québécois. Même quand Andrew Schultz était au podcast, on avait une 2-drink minimum sous-écoute crossover avec Schultz. Tu m'en as parlé justement tantôt de ce podcast. Même lui, il sait que... Mais même lui, il disait « Oh ouais, Pantelis, oh ouais, les Français, oh ouais, pour les Québécois », comme si mon nom était français. Puis c'est pas le seul gars. Alors là, pour moi, c'est un peu plus bizarre parce que c'est comme « Oh shit ». Alors maintenant, tout ce que je fais, pour certaines personnes, je peux nuire à la cause de la représentation des Grecs, mais... Pour d'autres gens, si je fais quelque chose de mauvais, je peux nuire à la représentation des Québécois. Alors, je suis dans un milieu vraiment bizarre où je ne veux pas faire quelque chose pour amener de la honte à personne. Tu sais? Oui. Mais avant, il n'y avait pas ça, c'est juste moi. Je parlais juste de moi, je me représentais. Mais maintenant, c'est comme si je représente, sans le vouloir, des groupes. Des millions de personnes. Oui. Puis c'est comme, Mais le phénomène, je vais l'appeler le phénomène du Rebels, là. J'ai l'impression que vous êtes après, puis post-sous-écoute au Centre Bell, vous êtes après monter je vais dire la Comedy Army de Rebels. Je pense que les gens vont vouloir se greffer à ce groupe-là qui produit du contenu que les gens veulent consommer. C'est pas compliqué. Pas tout le monde. Et pas nécessairement sur la place publique. Pour le grand public, mais les gens qui sont intéressés par cette forme d'humour-là, qui est de l'humour noir, qui est du sarcasme, qui est différent de ce que les diffuseurs veulent montrer au grand public. Mais je pense que vous êtes très bien implanté. Puis là, je parle comme client. Comme humoriste, moi, je me sens interpellé par ça. Ça me représente. Je fais quand même beaucoup d'humour noir, je fais beaucoup de sarcasme. Je suis polarisant sur scène. Donc, mais tout ça, c'est juste possible à cause que Mike a risqué tout. Oui. Mais c'est ça, j'allais dire. Il a risqué tout à un moment de sa carrière où est-ce qu'il avait buildé un fanbase, puis il avait convaincu les gens que c'était quelqu'un d'intègre, que c'était quelqu'un avec un grand cœur, quelqu'un qui s'impliquait auprès de la communauté. Le traitement, même si Mike est polarisant et plusieurs personnes le détestent, parce qu'il avait réussi à bâtir, il a fait sa carrière sur l'homme qu'il est, au travers de ses blagues d'humour noir, ben c'est là où est-ce qu'il y a eu le support des gens, parce que les gens le connaissent maintenant beaucoup plus personnellement. Ouais. Et je pense que c'est ça qui va t'arriver également. Il a imposé sa... En français au Québec.
J'espère, j'aime ça, je veux faire de plus en plus. J'aime les podcasts en français, j'aime mon stand-up en français. Mon heure, ça va bien, ça roule bien. Je suis Comment vraiment... ça a été au Troquet? Où est-ce que j'ai ma soirée les jeudis stand-up? Beaucoup de fun. Ouais. C'était beaucoup de fun. Les gens qui travaillaient là-bas étaient excellents avec nous et tout le monde était gentil. Sont vraiment Poseidon gentils, là. aimait ça, ils ont Ouais. donné de la nourriture gratuite à lui, alors il était fucking primé. Puis elle est bonne, la Qu'est-ce bouffe. que t'as Ah, mangé, j'aime ça. Antonio? Des œufs. Des œufs marinés. C'est vrai, t'as choisi des... Toi, tu t'en vas dans un restaurant et tu dis, moi, là, comme nourriture, je vais choisir les œufs marinés parce qu'ici, ils font les meilleurs œufs marinés de tout le Québec. J'adore les œufs. Oui. OK. C'est un superfood. Vous savez c'est quoi un superfood? Non. C'est... Ah oui, c'est un c'est super pas- aliment. C'est Oui. pas, ça. mais c'est un mythe, ça, les superfoods. Non, Ça non, existe. c'est pas un mythe, ça. Je Ok. sais pas. Je pense que c'est une mythe. Ouais, c'est Non, un non, mythe. c'est un- Comme le c'est pas un céleri il y a mythe. quelques années. Moi, là. j'aimerais ça vous voir vous battre. C'est ça. Vous les deux. Parce que Mathieu fait un peu ton travail avec Pentelis, et puis Mathieu fait sensiblement le même travail, donc j'aimerais ça vous voir vous battre. Ben, physiquement ou dans notre travail? Dans le jello. Oh, tu sais, ça serait cool. Ça serait cool, le grand podcast, puis les deux, ils font quelque chose de différent. Un sur l'audio, l'autre sur le vidéo. Hein. Puis c'est tout à chier. Ouais, Comment t'appelles ça, le SMR? ouais, Le ASMR. ouais, c'est La bataille dans le jello, mais tu fais juste entendre les sons. Tu sais, ça, man, ça, c'est des vidéos qui ont des millions de vues. C'est Le fou. monde adore Ah, c'est ça. malade. Je ne comprends pas le monde qui écoute ça. Non, mais il y a même sur TikTok, il y a des faux lives de ASMR. C'est comme si c'était un live, mais ils sont préenregistrés puis ils les font rouler comme ça. Là. Ils font du lip sync. Non, en voulant dire qu'ils ont enregistré leur vidéo. Tu penses que c'est live, que ça arrive maintenant? C'est live. Comme on fait, admettons, avec les rediffusions. qu'on Ouais, a le pas de show. premiere. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, puis ils pensent que c'est live, mais la personne a déjà préenregistré, puis il y a des millions de vues, puis le monde reste là. Mhm. C'est maladif. Là. Avez-vous posé votre candidature pour le Gala des Oliviers pour podcast sans script de l'année? Finalement, oui. J'étais pas censé de le faire. Je voulais... Parce que je l'ai fait l'année passée, puis ils m'ont pas considéré pour rien. Puis moi, je trouvais ça bizarre. Mike trouvait ça bizarre, Ouais. tout ça. Alors, cette année, je disais non. Puis la journée d'avant, la Juste limite, avant la je parlais dernière. avec Michel Grenier. Ouais. Puis lui, il était comme, mais non, tu dois le mettre. Alors, fais un bon PDF, rentre tout ça, puis rentre-le, puis je l'ai rentré. C'est parce que On ce va qui est voir. compliqué, c'est d'aller prendre les screen catchers de tout tes C'est ça, chiffres. j'ai fait Ah, tout ouais. ça. Ah, c'est long. Ah, c'est long, mais je pense que je l'ai fait bien cette année parce que je l'ai mis dans un PDF. Oui. C'était tout nice. Alors, dans le PDF, tu as tous les liens, tu peux juste cliquer. Les deux, parce que tu dois choisir 2 podcasts. Oui. Les 2 que j'ai choisis, c'était dans l'année 2 de mes préférés. C'était un avec Phil Roy, Oui. puis l'autre avec Yannick Desmartino. OK. Puis celui avec Yannick, c'était une de mes préférés. On parlait de tout. Des UFO, de tout ça. Alors, c'était beaucoup de fun. Alors, je pense que peut-être... Mais je pense... Quand même, je pense pas parce que c'est pas des fans de podcast. Ils vont pas me comprendre. Je pense que les gens qui sont pas dans le milieu humoristique, Oui. premièrement, ils vont pas savoir je suis qui. Puis ils vont être... Pourquoi est-ce que lui, il parle comme ça? Ils vont pas comprendre l'historique puis tout ça, puis Ouais. apprécier c'est pourquoi le monde aime le Frenchcast. Mais je pense qu'ils sont capables, l'industrie, l'APIH, entre autres, où est-ce qu'on fait la soumission de la candidature, vont quand même se positionner dans ton marché avec ton public qui te connaît. Je pense qu'ils sont assez expérimentés pour faire la part des choses. Ça me fait chier que tu aies déposé ta candidature parce que le Soundcheck Podcast va être en compétition avec toi. bro. Non, mais dans le sens que on voulait juste être considéré. Les Ouais. chiffres sont bons. On n'est pas connu de Montréal, en fait, parce qu'on fait ça à partir de Gatineau et on n'a pas encore investi de l'argent pour se faire connaître du grand public au Québec, mais ça va être intéressant de voir si le comité de sélection nous considère ou On va ils voir. vont bouder comme toi la première année. Puis On va voir. Je pourrait. sais que Mais je te souhaite bonne Thomas chance. est là aussi. Moi aussi, je vous souhaite bonne chance. Parce que moi, même mes intentions sont... moi, la vérité, c'est que je m'en fous de gagner. Parce que moi, je savais même pas c'était quoi les galas d'Olivier avant Mike, que Mike Ouais. m'avait expliqué tout ça. Alors, moi, la seule chose que je veux, c'est que le monde anglophone commence à voir que, oh shit, quand tu fais l'effort, les Ouais. Québécois... Moi, je veux démontrer ça. Je veux, si je peux faire quelque chose de positif, c'est vraiment ça, de commencer à mettre fin à ces fucking idées de merde que les politiciens ont vraiment forcé sur le monde, puis voir l'intégration. Parce que le Québec francophone, dans les arts, Ouais. bro, a beaucoup de... Moi, j'adore la culture. Puis il y a beaucoup de culture ici. Beaucoup de façon qui aide la musique, Oui. l'humour, tout ça. Oui. Puis je te dis, parce que j'étais dans ça, les anglophones, ils savent pas. Puis il y a plein de gens qui sont bilingues à cause de l'école, Oui. puis ils ont peur à cause de leur accent de parler français ou Oui. tout ça. Puis c'est ça, je veux leur montrer que ça va. même si t'es pas parfait,
les gens vont t'accepter quand C'est même. ça. Je veux montrer que tout ce que tu penses, qu'ils te disent qu'ils vont pas t'aimer, des racistes, c'est pas vrai. Oui. Moi, je dis pas ça de Montréal. Moi, je suis allé partout avec Mike. Partout au Québec, partout. Comment tu Jusqu'à trouves Fermont. Ottawa comme ville de Ottawa, c'est stand-up? boring. Ottawa, c'est C'est boring. vrai, c'est une fausse ville un peu. C'est une fausse ville. Puis moi, j'aime pas Ottawa, je pense, parce que dans ma tête, quand je pense à Ottawa, je pense aux politiciens. Puis c'est ça qui me dérange. Comme j'adore le Canada, j'adore tout ça. Oui. Mais puis la ville est belle, est bien tenue, puis tout ça. Oui. Mais si je pense toujours aux politiciens, puis ça m'énerve. Ça, c'est quelque chose que je dois dépasser, c'est à un moment. Mais j'ai vraiment une opinion des politiciens, pas partout au monde, négatif, Oui. que ça me dérange. Parce que je joue en anglais aussi. Pas autant qu'en français, mais moi, j'ai commencé avec Acting Company, OK? où est-ce que j'ai pris mon premier cours de stand-up. Mes premiers mots sur une scène de stand-up, c'était en anglais. Comment est-ce que tu trouves ça? Je trouve ça différent, complètement différent. Il y a des ressemblances, bien entendu, dans le stand-up, dans le delivery, pour ma part, mais ça reste différent dans l'écriture. J'ai l'impression qu'il faut, pour ma part, que j'aille davantage plus simple dans les anecdotes pour être capable de ne pas me perdre ou pour que les gens se tannent d'un accent que je peux avoir. Ça, définitivement, j'en ai un. Mais quand j'ai joint, je vais dire, le circuit des bars à Ottawa en anglais, moi, j'ai pas senti un accueil puis une volonté que le francophone vienne prendre des minutes de stage dans nos productions. J'ai trouvé ça très, très, très difficile, le rejet. Probablement parce que j'ai de la difficulté avec le rejet dans ma vie, mais Tout le monde. Ouais, je pense que Ouais. oui, là, il y a personne qui aime se faire rejeter. Il y a personne qui fait On comme. parle comme si c'est spécifique, Ouais. mais tout le monde est comme ça. Sinon, t'es un je voulais psychopathe. être ami de tout le monde. Je voulais être aimé de tout le monde. Je faisais tout pour être aimé de tout le monde. Puis le monde Et- te détestait. Pas qu'ils me détestaient, mais pourquoi tu restes pas de ton bord de la rivière, Frenchie? Ah, ça, Ouais, c'est- mais ça Tu sais, aussi. tes c'est- affaires fonctionnent bien en français. Pourquoi tu viens jouer en anglais? Puis C'est C'est la pour ça que région aussi. je veux faire quelque chose de positif. Je veux essayer de montrer que c'est pas comme ça pour pas arrêter ça. On peut jamais arrêter tout ça, mais juste pour montrer, les gars, on a des points de vue un peu stupides, puis fucking vieilles. Arrête ça. C'est ça. Puis je te dis, dès que les anglophones commencent à comprendre c'est quoi la culture artistique québécoise, Oui. quand tu mets un orteil, bro, tu vas rentrer. Il y a trop. C'est facile de rentrer. C'est facile de l'aimer. ouais. Parce que comme même hier, j'étais allé voir j'étais invité à une premiere d'un film. C'était une humoriste turco-québécoise, Oui. Sinem Kara. Ah oui. C'est son mari. C'est lui qui a fait la réalisation. C'était son film à lui, Oui. Onur. Puis, tu sais, je rentrais ensemble, je suis OK, ça va être une petite film, tu sais, low budget ou whatever. mais Court-métrage. c'était fucking bien fait. Comme Hollywood, comme très, très bien fait. C'est une bonne histoire. Ça sort partout, je pense, mi-janvier, dans OK. le cinéma ici. Puis ça, c'est quelque chose, c'était pour le festival de cinéma francophone, Oui. partout au monde. Je pense que son mari est réalisateur, entre autres, à cinéma. Ouais, puis il est fucking bon. J'ai vu son travail, je l'ai vu hier. C'était fucking excellent. Puis j'étais comme, tout ça, ça se passe ici. Ça, c'est de la qualité. Ça, moi, je vois des films au Canada, comment ça se passe, puis c'est pas toujours bien. Puis j'ai vu ça, puis c'est comme, si le monde voit qu'est-ce qu'on fait ici, puis qu'est-ce que les Québécois offrent comme culture, puis tout ça, t'as pas le choix, veux pas, si t'aimes les arts, bro, ils vont te rattraper. Tu vas tomber dans le piège, puis tu vas aimer ça. Puis après ça, quand t'aimes la culture de quelqu'un, puis l'art, tes barrières commencent à tomber un peu, puis tu comprends le monde, puis tu n'as plus ce stupide rejet-là parce que tu as peur de quelque chose que tu avais entendu, puis tout ça. Alors moi, j'essaie de faire ça avec les arts. J'essaie de ramener le monde ensemble avec ça. Est-ce que tu as l'impression qu'on est de moins en moins influencé par la culture américaine, puis on fait du contenu original? 100%. On est encore influencé, mais je pense qu'on fait des remixes. On prend qu'est-ce qu'eux, ils font pour leur culture, puis on le refait ici. Regarde Sous-Écoute. Oui. Le monde n'était pas comme « Hein, je vais aller voir une podcast québécois au Centre Bell. » Fuck non. Il était comme « Sous-Écoute, let's go. Ouais. Les billets sont vendus comme ça. Ah, ça a été un phénomène. C'était malade. Je le vis, tu sais, puis je vais être honnête avec toi, Ouais. comme client et comme humoriste, je le vis encore aujourd'hui, ce qu'on a vécu au Centre Bell. J'ai de la difficulté à décrire cet engagement solennel-là de tout le monde qui était dans... Même si on était tous différents, on avait tous nos particularités. T'as vu comment il y avait plein de gens différents quand C'est fou, mais c'était tous soutenus par la même base. Il y avait une communion. Hein? C'est pas sectaire, là. Puis là, je veux que les gens qui me comprennent. Je dis pas que c'est un dérivé sectaire. Steven est toujours à une phrase d'être soit complotiste,
On est tous. Ouais, je pense que oui. Aussitôt qu'on s'ouvre la bouche. Mais j'en parle, j'en ai encore des frissons aujourd'hui. Il a réussi à produire quelque chose qui allait au-delà de la production d'un podcast dans un grand amphithéâtre. Mais il a réussi à réunir des gens qui partageaient les mêmes valeurs, les mêmes convictions, les mêmes pensées, le temps d'un podcast. Et il y avait une solidarité que je pense que je ne verrai jamais ailleurs au monde. J'en suis convaincu. La culture québécoise, elle est particulière, mais dans ce contexte-là, surtout après une bataille juridique, surtout après avoir... en fait, Mike est allé pour un projet d'envergure, en fait, sans même savoir si le projet allait être un succès. Et quand tu fais ça après tant d'années de métier, tu mets quand même ta tête sur la bûche. Et de voir aussi tous les artisans... Comme vous deux, entre autres, qui ont participé aussi à cette production-là, et tous les autres invités, tous les autres humoristes, c'était phénoménal. Puis je vais le dire comme ça, j'ai participé par la bande, et tu le sais, au sous-écoute, au Centre Bell, parce que j'ai décidé d'aller poser une question. Quand je te dis que je carbure à la pression, je savais très bien, comme humoriste de relève, si je me levais de mon siège et j'allais poser une question, c'était un couteau de tranchant. Avant ça, je te coupe, je suis désolé, mais il me texte parce qu'on n'était pas assez à la même place. Parce que moi, j'ai acheté mes billets quand ça a sorti. Okay. Lui, il les a achetés. Je pense qu'il les a achetés un peu plus tard. Moi, j'ai pas bénéficié de la vente du Patreon. J'ai tout de suite, la minute que ça a sorti au grand public, j'ai acheté mes billets. Donc là, il me texte, il dit « Va poser une question. » Là, moi, j'étais comme « Ben, j'ai pas de question. Je vais pas aller... Je pense pas que c'est pertinent que je me lève puis que j'aille au bout de faire comme... J'ai rien de... Je vais être super honnête avec toi. Tu sais, je voulais faire un stunt. C'est sûr que je pensais que je pouvais marquer des points comme humoriste de la relève si j'allais avoir une forme de visibilité à ce spectacle-là. Et bien entendu, je suis un peu check-in, fait que j'y ai demandé d'aller pour moi. Non, mais dans le sens que mon idée est... Je pense que je m'en allais valider si je devais tenter ma chance d'aller faire un stunt. Je pense que c'était vraiment ça. Ouais, mais c'est aussi parce que je connaissais plus le podcast que toi parce que j'ai écouté tous les épisodes. Ouais, je suis vraiment pas un comedy nerd, by the way. Je connaissais même pas ton French cast. Fait que tu savais pas que ça existe? Je savais même pas que toi, t'existais. Tu viens de rentrer dans un fucking univers, là. Ben, moi, juste le fait que tu parles de politique, tu m'as eu. Puis j'essaie de l'éviter, mais je peux pas, c'est naturel, ça sort. Ouais. Et tu vas voir qu'ensemble, on sera jamais capable de l'éviter. Mais le podcast avançait, plus que ça avançait. Je voulais pas juste me lever pour aller poser une question débile ou qui allait avoir aucun impact sur c'est quoi ta couleur préférée. J'ai dit si j'y vais, il va falloir que j'aille dans un format où est-ce que je lance un gag, je m'en vais roaster, je m'en vais dire quelque chose qui va être pertinent, mais qui va être aussi drôle pour après ça me faire découvrir. Et c'est vraiment vers la fin du podcast parce que je trouvais pas l'opportunité et la chose à aller dire, mais vers la fin du podcast, personne d'autre avait de questions. Et Mike, on s'était déjà vu, donc on a fait un eye contact ensemble. J'ai levé ma main parce que j'étais en milieu de rangée. Je ne suis pas allé sur le bord de la scène. Et là, il m'a invité à venir. J'ai sorti. Puis c'est là où est-ce qu'il a commencé à dire « Tabarnak, t'es gros! » Il mettait son micro puis il se cachait de moi. T'es vraiment immense. Et... je trouvais ça très drôle, mais dans ma tête, il ne fallait pas que je perde ma question parce que je ne sais pas si les gens se rappellent, mais Stéphane Fallu était venu faire un petit caméo. Et c'est là où est-ce que j'ai demandé à Mike de demander à Stéphane comment il se sentait d'avoir passé plus de temps sur le plateau de tournage du Centre Bell plutôt qu'à Big Brother. Ça? Exactement. Et là, Marie-Lise Jonca, comme tu le sais, a ramassé 20$ d'un poche à Mike pour payer ma blague. Et là, je suis capable de témoigner que Mike paye au moins 10$ la minute. Ça, c'est cool. Et j'avais dit à Mike, suite à la production, que mon intérêt était de prendre le 20$, de le faire signer par lui, d'encadrer ça et de le soumettre aux enchères pour une cause que Mike va avoir choisie. Et aujourd'hui, ben, sur ton podcast, je suis capable de te montrer. En fait, ce que je veux dire, c'est pas le produit final, mais c'est pour te donner une idée qu'est-ce qui va être mis aux enchères. Donc, c'est le 20$ de ma blague qui a été signé par Mike, qui a mis hashtag Centre Brag dessus. J'ai mon billet de spectacle. C'est pas nécessairement quelque chose qui m'appartient à moi, mais ça appartient au spectacle. Et Mike a choisi la cause de Alain Godet. Oh, monte ça c'est fucking cool.
Mike a choisi la cause d'Alain Godet pour Ça, on peut-tu le bénéficier de... Non? Le plus à votre gauche. À Ouais, votre ouais. gauche. À Si votre tu me gauche. vois encore, je te À crisse votre- une volée. OK? Un peu plus haut, regarde là. plus haut, tu peux All voir. right, Un peu ok, plus ça haut. va, ça va, ça va. Ouais. Donc, écoute, je montre c'est ça en cool. exclusivité sur ton podcast parce que tu as été un artisan de ce spectacle-là. Tu m'as fait avoir des frissons quand tu es monté avec la belt sur, Ouais, c'est impressionnant, ça. le plateau. Et je pense que c'était la cerise sur le Sunday, c'était l'accomplissement ultime d'avoir produit cette émission-là qui était phénoménale. Encore aujourd'hui, je le compte parmi les 3-4 événements les plus marquants de ma vie, même si j'étais pas au cœur de ça, je faisais pas partie de la production. Moi aussi, ça va toujours être un moment marquant pour moi. Puis la manière où toute la soirée s'était déroulée, c'était bizarre. Oui. C'était fantastique. Comment tu as trouvé le son? Le Toi? son, c'était à chier pour tout le monde. Ouais. Même sur scène, vous... Oh non, sur scène, c'est différent parce que tout le monde est devant toi. Puis Ouais. moi, j'entends le public. Ouais. J'entendais le public très, très bien parce que j'entendais mon nom. Puis je regardais, puis les gens étaient fucking loin. Mais c'était différent pour les gens de nous entendre avec les mics. Je sais que c'était différent. Mais c'est la première fois où le Centre Bell faisait ça. Ils ne savaient pas. Maintenant, à cause de Mike, ils vont savoir comment le faire si quelqu'un oui. veut refaire Ouais, un ben, podcast. je pense qu'on va en vivre, d'autres. Je pense pas que ça ait le même impact et je pense pas que ça ait la même saveur Non, c'est que ce qui a impossible. été mis en place par vous. Mais C'était vraiment Mike, puis c'était même l'idée de faire ça. Puis tu sais qu'est-ce qui était parfait? C'était quelques mois après que Mike avait gagné à la Cour suprême. Oui. Les il y avait une finalité Ouais. et un message public qui était fait au travers de cette production-là, qui malheureusement n'a pas bénéficié assez de couverture médiatique. En fait, il y a pratiquement personne qui en a parlé. Que moi, je trouvais choquant. C'était l'événement positif de l'année, en fait. Ouais. C'était ça. Et j'ai hâte de voir si le bye-bye va s'en emparer. Mais je l'espère. Je l'espère parce que Je sais pas. Ben, tu peux pas vraiment rire de ça, c'est complètement légendaire. Il n'y a pas de parodie à faire Il n'y a sur pas de cet parodie. événement-là. Tu là. peux essayer de faire une parodie, on va Il dire le pourrait, son oh. n'était pas bon. Ouais, Il y a ça, plein de c'est choses vrai, que c'est tu peux. vrai. Ouais, ouais. Mais c'est juste, c'est important. C'est pourquoi c'était important pour plein d'affaires. Nous, on parle des choses comme la liberté d'expression et tout ça, mais tu sais quoi? C'est aussi de montrer qu'est-ce qu'un entrepreneur, quelqu'un d'indépendant peut créer. Mike a commencé sous écoute. Oui. Comme moi, j'avais commencé avec rien au début. C'était sur, je pense, Skype et tout oui, ça. exactement. D'aller de là, ton propre entreprise, toi-même, c'était pas Oui. Bell Media qui a fait ça, c'était lui, c'était Mike Ward. De prendre ça puis de l'amener après 10 ans au centre Bell devant un public qui a brisé tous les records. Oui. Indépendant, c'est complètement illogique, puis ça devrait être motivant aux gens. Les médias ici devaient avoir Mike sur la première page partout. Partout. Puis même... Même à l'international. C'était à l'international. Oui, ça a plus été couvert à l'international. C'est pour ça que moi, j'étais T'as fait le tour fâché. des médias internationaux. C'est pour ça que Ok. moi, j'étais offusqué. Ok. J'étais comme, écoute, là, il y a un fucking problème. Parce que les Américains parlent de ça, tu sais, partout, ils parlent de ça. Ouais. Times of India parlait de ça, tout ça. Puis ici, au Québec, c'est comme, ouais, il y avait un podcast. Là, on voit que vous faisiez exprès, que vous avez peur des médias indépendants, ou whatever tu veux dire, les artistes indépendants. Ouais. Parce que il y a un éléphant dans le chambre, puis tu essaies de l'éviter, de le regarder comme si ça va disparaître, mais l'éléphant est là. Puis Mike, c'était le fucking éléphant. Oui. Ben, personne n'était étranger au traitement que les médias lui donnaient après ma barre parce que son discours était très polarisant, son humour était très polarisant. Et il y avait une volonté de ne pas comprendre non plus le contexte. J'avais l'impression que les médias systématiquement refusaient que ça se faisait dans un contexte humoristique et que tout devait être pris au pied de la lettre. C'est encore aujourd'hui phénoménal de voir que les médias ne veulent pas s'intéresser à un phénomène comme celui-là, qui était un record Guinness. Mais je les comprends d'une manière. Je suis pas d'accord, mais je les comprends parce que ça fait peur. Ça fait peur parce Ça fait qu'avant. peur à ceux qui écoutent les nouvelles, en fait. Exactement, parce qu'avant, c'était juste, hey, Steven, tu veux faire de quoi? Tu veux devenir artiste? Ben, tu dois faire affaire avec nous. Puis tu dois nous écouter, tu Ouais. peux pas dire ça. Ouais. Maintenant, Mike a montré que c'est pas vrai, ça. Ouais. C'est pas vrai. Alors, ils ont peur. Ils se disent, oh, shit, mais ma job est pas vraiment sécurisée parce que c'est pas une vraie job. Oui. Ouais. Ouais, mais il a créé une entreprise qui vivait de la production de contenu humoristique, incluant le podcast.
Ben là, on peut dire qu'il a créé un empire. Là. Je pense que c'était la preuve. Je de Centre Bell. Je pense qu'il est seul dans son créneau. Puis même, je discutais avec Michel Grenier à l'Assemblée générale annuelle de l'APIH et Michel se bat contre le fait qu'il y a une industrie qui voudrait voir les podcasts payer les artistes à la hauteur d'un cachet UDA, si les gens sont membres UDA, tu me suis? Mais moi, je sais tout ce discours-là, puis c'est un discours de merde, parce que ce qu'ils vont faire, c'est que, premièrement, ils vont détruire les petits podcasts Exactement. qui n'ont pas cet argent-là. Ils ne devraient pas rentrer dans ça. L'UDA m'énerve. Mais il ferait faire faillite à beaucoup de gens parce que mais la plupart des podcasts de ne ces sont pas des expériences-là. entreprises. Exactement. Donc, c'est des personnes morales qui opèrent une forme d'entreprise qu'on peut dire plus enregistrée qu'incorporée. Ce qui fait que si on va en rétroaction et payer les gens qui sont UDA à la valeur UDA dans tous les podcasts rétroactivement, ben si boire, on va mettre du monde à la rue. Ouais. Fait qu'on va mettre des créateurs de contenu à la rue parce qu'on veut on va aller de façon syndicale chercher de l'argent dans les poches de ceux qui créent du contenu puis font de l'argent sur les plateformes. C'est inacceptable, puis j'aime que Michel, il se bat pour ça. Une chance que Michel Ouais. se bat pour nous. Même Mike était comme, Mike a même dit, premièrement, le cachet que tu veux que je donne, c'est moins que... Parce que Mike donne un cachet. Oui, Parce que Mike- et c'est plus haut. C'est plus haut Ouais. que ce que ça va devenir si l'UDA rentre dans ça. Ouais. Alors déjà, tu penses pas aux artistes qui vont sous-écoute. Puis maintenant, je pense qu'ils ont dit à Mike, ça va être juste pour sous-écoute, on va pas aller attaquer les petits podcasts, tout ça. Ah, mais non. moi, je leur fais pas confiance. Ben non. Ben non, pas du tout. Mais Et- pourquoi Sous-Écoute aurait à payer pour ça? Il est parti de la même place que tout le monde est parti. Là. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, Ouais. il y a plein de choses comme ça. C'est comme les politiciens que je n'aime pas. C'est des choses néfastes. Je n'aime pas ça parce que ça aide pas la culture des podcasts. Premièrement, ces gens-là nous respectaient pas. Pour des années, quand on voulait se faire reconnaître Oui. comme des artistes ou whatever, C'était pas des une podcasts, forme d'art qui c'était était pas une respectée. forme d'art. Non. Maintenant qu'on a travaillé pour que ça devienne quelque chose de monétisable, maintenant on est des artistes parce qu'il y a de l'argent. Fuck toi, man. Fuck Ouais, toi. exact. Moi, je vais pas mentir pour eux. Fuck ça, c'est pas vrai. Puis je suis Antonio? membre UDA, mais fuck, c'est pas vrai. Mais Moi, c'est je vais comme pas si mentir. tu demanderais une collaboration sur une vidéo YouTube avec un YouTuber, faudrait que tu payes l'artiste UDA. Ça fonctionne pas. Là. Ouais. C'est le même principe que Netflix, admettons, en fait, Netflix ne veulent même pas avoir la taxe Netflix, mais ils veulent imposer à des petits créateurs de payer pour Ouais. des... Mais en même temps, Netflix, Ça ça a aucun- dépend du pays aussi. Ça dépend du pays, Ouais, mais je pour parle nous, vraiment ici. Là. Je Ouais, parle ouais. vraiment ici. il y a plein de bons contenus qui ont été créés par des artistes indépendants. Oui. Pourquoi est-ce que tu veux nuire à ça? Pour faire quoi? Une 15 pièces sur chaque? Arrête. Ouais. Juste calmez-vous. Oui. Vous Et avez ça pas de pourrait être respect. suffisant pour des créateurs de contenu comme nous de s'en aller complètement ailleurs. Ouais. Tu sais, parce que le web est devenu de plus en plus populaire parce que les diffuseurs ne voulaient plus avoir beaucoup du contenu X, Y, Z. Et ce contenu-là, maintenant, est produit sur une autre plateforme qui est moins réglementée. Si on commence à réglementer cette plateforme-là, il y a quelque chose d'autre qui va naître pour être capable de produire ce qu'on veut produire dans le marché qu'on a. Tu sais, tu es capable... Je ne sais pas si tu vis de tes Patreons aujourd'hui, mais Pas encore, si demain matin... mais ça aide, ouais. Si demain matin, tu vis de ça, ben, tu vas trouver une autre façon de vivre de ça, mais sur une autre plateforme, sur un autre médium. Il va peut-être naître un autre médium qui va être moins réglementé. Ben, OnlyFans serait le meilleur exemple. Si tu veux mettre ton podcast sur OnlyFans, tu peux. Patreon était la solution de secours quand OnlyFans a dit en octobre, il y a un an, qu'elle allait enlever tout le contenu explicite. Tous les créateurs de contenu voulaient aller sur Patreon, qui était sensiblement le même type de plateforme. Là. Donc, il va toujours avoir une plateforme Puis aussi maintenant, populaire. là. ils testent quelque chose, puis moi, mon compte, j'ai accès à ça. Je mets les vidéos des podcasts directement sur Patreon. J'ai plus besoin Ah, ok. de liens YouTube ou whatever. OK? Alors moi, j'adore ça parce que là, c'est vraiment, ça reste sur Patreon. Je vais commencer à faire Donc, des... ton hébergement, c'est Patreon. C'est plus parfait. Je fais du contenu exclusif maintenant qui va toujours rester juste sur Patreon. Ouais. Je travaille sur un petit documentaire, version anglais puis version française, de mon temps en Athènes en septembre. Alors, je fais plein de choses comme ça qui vont juste rester vivre sur Patreon à cause de ça. Puis si eux, ils vont trouver une manière de faire des live streams directement juste sur Patreon, ben fuck that, moi je vais vivre sur Patreon. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a une plateforme similaire qui semble vouloir se développer au Québec? Est-ce que tu as eu vent de ça? Je sais que Mike travaille sur quelque chose. OK. Puis,
il y a d'autres. Là, tu nous donnes un créateurs. scoop. Là, moi, j'ai jamais entendu Ouais, j'ai ça. jamais C'est entendu juste ça que je dis. Je dis rien de plus. Ben, Mike a déjà mis il a déjà préparé quelque chose. Ouais. Alors, Mike a toujours un plan backup. Ouais, il y a toujours un coup d'avance sur tout Ouais, le ouais. monde. Mike a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Puis je te dis, tu peux essayer d'arrêter Mike ou whatever. Mike, c'est le gars très, très préparé. Mhm. Ouais. C'est pour Comment t'as trouvé ça, faire ces premières parties? Pour moi, ça a ouvert plein de portes pour Est-ce moi. que tu sentais qu'il y avait une pression pour toi d'arriver avec du matériel qui pouvait être similaire pour servir la clientèle à Mike? Non, parce qu'on a le même sens d'humour. Oui. Alors, j'avais pas peur. Je savais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est avec l'humour. Oui. Alors, j'avais jamais peur de ça. Puis, je savais que son public, je peux pas les offusquer. Mhm. Alors, j'avais jamais peur de ça. Moi, j'avais juste peur de ne pas être drôle, puis d'avoir comme son public est comme pourquoi est-ce que Mike s'associe à lui? Tu sais, c'est juste ça mon peur. C'est quoi votre lien? Vous avez débuté comment? Moi et Mike? Oui. Est-ce que tu on l'as s'est déjà rencontrés raconté? sur Grindr, puis commencé à dater. Non, c'était... C'était sur le compte à Poseidon. Ouais, c'était vraiment... ça, c'est bon. Ils viennent de se J'ai réveiller. une blague à propos de ça. Vas-y. aussi, en Ah, pour plus. vrai? Ah, mais je vais pas la dire. Mais non, Non, c'est ça fait partie de ses numbers. Fait que- Ah, OK. Ah. Tu vas nous dire après. T'as-tu dit c'est number? Ben, t'as plusieurs numbers, je pense, Ouais. maintenant. Ouais, il y a c'est ça. quelques numbers qui créent, OK, ouais. OK. Mais c'était une show, c'était en 2018. Je savais c'était qui, Mike. Mike aussi, je suis qu'il me connaissait. Il savait j'étais qui, il avait entendu parler de moi, mais on Ouais. se connaissait pas. Puis j'étais allé faire un show dans une... c'était comme une bike shop où ils vendaient des bicyclettes. Tout ça. Il y avait un show, c'était en anglais, c'était un samedi soir. C'était un samedi soir, puis moi, j'ai considéré même d'arrêter le stand-up. Pour moi, ça, c'était peut-être le dernier show que je vais faire. Parce qu'en anglais, j'avais fait tout. Moi, j'avais débuté en 2012 faire du stand-up, puis 2010, les podcasts. Alors, en 2018, moi, j'avais déjà allé à LA, j'ai déjà fait mon set au Ice House de Pasadena, j'étais déjà allé performer au Comedy Tu t'étais Store. déjà accompli dans les étapes que tu voulais. Mais ici, juste pour rire, en anglais, Just for Laughs voulait rien savoir de moi. Je faisais les auditions. Oui. Même quand je fucking détruisais tout, j'étais le mais je recevais rien. Est-ce que tu savais pourquoi? Est-ce Ouais. qu'ils t'ont expliqué? Quelqu'un après m'a expliqué dedans, puis c'était vraiment, je fitais pas j'étais une straight white guy pour eux. On a déjà Dans le beaucoup de casting, ça. c'était Ok, je pas, comprends. Ouais, j'étais C'est- pas grec pour eux. Parce que C'est le niveau, au niveau du casting, en fait. c'était juste ça. Ouais. Alors, mais ça, je savais pas. Parce que moi, je pensais que peut-être j'étais pas assez bon. J'avais plein de... Ça me fuckait de la tête. Eh oui. C'était une fille qui avait dit... et je vais t'expliquer ça, ça va Ouais. arriver dans l'histoire. Alors, Mike était là-bas aussi pour faire une set. Puis, on m'a juste dit allô, mais il me regardait en arrière backstage. Puis moi, j'étais... Qui t'analysait? Ouais, puis moi, je bulliais les autres humoristes, je les niaisais, tout ça. Puis c'était vraiment... Parce que mon style d'humour, c'est vraiment new-yorkais. J'étais influencé par ça. Je Ouais. suis pas influencé par l'humour canadien. Ouais. Alors, je sais pas comment être une « Hey, everybody! » Je sais pas comment être comme ça. Moi, mon style est vraiment à New York, comme « Ça, c'est fucking stupid, bro. Ah, ça, c'est gay. Ça, c'est ça. » J'étais vraiment Ouais, comme ouais. ça. Alors- Pas bully, mais méchanceté gratuite. Ouais, mais on sait que dédouané. je niaise. Ben oui, c'est ben oui, vraiment, c'est je le dédouané dis par parce que ton, c'est ouais. extrême, puis tu sais Exactement. comme ça peut être ses vraies opinions. C'est clairement, il va à un autre niveau pour qu'on sent comme ça c'est ridicule. Alors j'avais une joke que j'avais dit à une fille parce qu'elle essayait de m'expliquer c'était quoi le mansplaining. Va falloir que tu me l'expliques aussi. Tu sais pas c'est quoi? Ok, c'est bon Je parce pense que j'ai pas toutes les notions du concept et je pense que le concept peut être galvaudé. Mais c'est Ok, ça ok, que ok. moi j'avais demandé. C'est quoi ça le le mansplaining, c'est quand un homme essaye d'expliquer quelque chose à une femme comme si elle le comprend pas puis lui il le comprend meilleur, tu sais, elle essaie- Ouais. Puis moi, j'étais comme, do you mean condescending? Puis j'étais comme, j'ai fait ça par exprès, j'ai dit, sweetheart, le mot existe, c'est condescending déjà. Puis elle me regarde et dit, est-ce que tu essaies de mansplainer à moi? Oh, Puis moi, je savais qu'est-ce que je faisais. Moi, je jouais avec elle. Puis pour moi, c'est drôle. Puis tu sais, Mike, il regardait ça, puis il dit, oh fuck, lui, il s'en fout. Tu sais, les autres mondes étaient comme, oh non, je veux pas, tu sais, je veux Ouais. pas qu'elle dise que je suis sexiste ou whatever. Moi, je m'en foutais. Tu sais. Ben, où est-ce que tu étais rendu dans ta carrière aussi? Tu pouvais te le permettre. Même pas, mais je m'en foutais. ouais. Comme, c'est juste, moi, comme personne, moi, j'ai pas des intentions néfastes. Ouais. Alors, dans le contexte, c'est le contexte qui est vraiment important pour moi. Moi, je veux que tout le monde vit bien. Puis, je peux niaiser, mais je peux dire honnêtement, j'ai pas une type de personne, une peuple, une race, une religion que je déteste dans le monde. Tu sais, ça n'existe pas pour moi. Alors, c'est pour ça que je me permets de fucker avec tout le monde. Parce que je trouve tout le monde sur le même niveau, de se faire ridiculiser. Pardon.
Alors, je dis qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je trouve drôle, même si pour la majorité des gens, ça peut être offusquant, whatever, je m'en fous. Alors, Mike, il voyait ça. Il dit que lui, il est fucking fou. Puis après, j'ai fait mon set, il a aimé mon set, et là, il est drôle. Puis Mike avait reçu une offre de faire une podcast en anglais pour Compound Media. Le vieux Anthony Cumia, le gars qui était Open Anthony sur SiriusXM contre Howard Stern. Puis il essayait avec plein de gens de faire d'ici. Il s'est trouvé un bon partner. Ça marchait pas. Puis après, il m'a vu, il m'a demandé hey, le lendemain, parce qu'il a pris mes infos. Moi, je pensais qu'il me niaisait. Il m'a envoyé peux-tu faire une podcast avec moi? Moi, j'étais comme il me niaise, ce gars-là. Puis je dis écoute, moi, j'ai un studio, on peut faire une test. On est allés ensemble, on a fait une petite test podcast, tout marchait. C'était comme si on était des amis de longtemps parce qu'on avait le même sens d'humour, puis à peu près le même point de vue sur le monde, puis tout ça, puis la liberté d'expression, puis tout ça. Alors, ça marchait bien. Ils ont vu le test pilot. Le gars qui était là-bas a dit « Oh, fuck, ça marche avec lui. » Tu sais, ça fait longtemps. Mec, on vient de se rencontrer. Mais ça marchait bien. Ils ont proposé ça. On est allé à New York pour l'annoncer. Oui. On a commencé le 2 Drink Minimum. Ça a roulé. Pour moi, c'était une affaire de fou parce que je pensais même pas que c'était vrai au début. Oui. Puis Mike me ramène à New York pour faire tout ça. On est devenus de plus en plus amis. Maintenant, je peux pas voir comme... J'ai pas une amie plus proche à moi comme dans l'humour, puis de parler, puis de voir le monde comme Mike. Ouais, comme ami et business partner. C'est comme... Lui, c'est difficile d'exprimer ça, mais c'est comme si on a grandi ensemble parce que j'ai pas besoin de lui expliquer mes points de vue ou des jokes. Ouais. Puis le plus important, moi, c'est le sens d'humour. Il voit où je vois. Ouais. Puis même chose pour moi. Je vois, il commence quelque chose, puis je sais où ce qu'il veut aller. C'est pour ça qu'on peut team up puis attaquer Poseidon. Oui. Parce qu'on sait... Justement, je trouve que cette émission-là, il n'est pas suffisamment attaqué. Oh non, il n'est pas... Non, cette émission-là, il n'est pas suffisamment... Non, mais c'est juste... Quelle émission? Celui-là? À ce moment-là. On se voit. C'est pas tout drink. Mais on se regarde, puis on sait déjà on veut aller où, tu sais. Alors... Ça, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Je pouvais pas vivre avec quelqu'un d'autre. C'était vraiment... Il y a des gens où tu connectes bien avec dans la vie. Puis, il m'a donné plein d'opportunités. En faisant sa première partie, en 2 Drink Minimum, à cause de lui... On t'invitait dans d'autres projets aussi. D'autres projets. Qui allaient te faire découvrir comme humoriste. Exactement. Puis à cause de Mike, c'est pour ça que ma loyauté avec Mike, c'est à 100%. Ouais. S'il m'appelle demain et dit « Yo, tu dois tuer quelqu'un », je vais être « OK, ferme le téléphone, on doit parler en vraie vie. » Vous me demanderez des conseils. Ouais, c'est parce que... Surtout sur le côté pour cacher les corps, là, il est pas bien. C'est lui. Mais parce que Mike elle n'avait rien à gagner à propos de moi. Ouais. Je pouvais rien lui offrir. Rien. Je comprends que c'était au début une relation d'amitié, mais au niveau business, c'était inéquitable. Du tout, j'avais rien à offrir à Mike. C'était Mike C'est Ward. très humble de ta part de dire ça. Mais c'est vrai. Ouais. Puis c'est la vérité. J'avais rien. Mais lui, c'était juste... Il aimait mon style d'humour. Ah ouais. On s'entendait bien. Ouais. Puis à cause de ça, il m'a donné plein d'opportunités. Puis c'est pour ça que maintenant, je fais ça en français puis ça va bien. Moi, je dis, OK, au moins... Le monde peut pas dire « Ah, Mike, t'avais pas raison, il est pas drôle, ça marche pas son affaire. » C'est le contraire. Alors, je suis comme « OK, au moins, je peux le rendre fier un peu. Oui. Et puis, en plus, quand j'ai des petits moments, comme avec la ceinture, c'était un moment dans l'histoire où je pouvais lui donner quelque chose pour montrer qu'on l'adore, Oui. puis il a fait tout ça pour nous. Oui. Puis c'est quelque chose que tu peux pas acheter avec l'argent, tu peux pas manufacturer. C'était vraiment le moment précis. C'est juste C'est un quelque objet chose unique que tu as créé pour Mike. pour lui. Alors, Ouais. quand j'ai les opportunités de faire quelque chose pour lui comme ça, Ouais. j'essaie de les faire parce que je peux pas lui donner d'opportunités. C'est Mike Ward. C'est lui Ouais. qui va donner des opportunités. Le pire, en plus, c'est la ceinture. C'était pas prévu d'être au Centre Bell. je Non, pense, non. hein? Tu savais pas ça? Non, je savais pas. C'était Non, pas c'était- prévu. Toi, tu as demandé une question à la fin. Peut-être c'est à cause de toi qu'on a eu l'opportunité Le de temps, le faire. ouais. Le temps de le faire. Why not? Parce que Ouais, non, tu penses que Parce c'est- qu'au début... Parce que vous l'aviez en backstage, la ceinture? Non, pas du tout. Moi, j'avais acheté la ceinture, puis moi, j'avais planifié ça. Je voulais le faire au Centre Bell. J'avais parlé à Michel. Oui. Mais Michel avait peur parce qu'on ne savait pas comment tout va marcher. Comment la présenter, en fait, aussi? Ouais, c'est puis il a une mise dit- en scène? Puis même les surprises. Mike n'aime pas tout le temps les surprises. Ok. Puis on ne savait pas comment ça marchait. Puis il a dit, on va pas le faire. Moi, je dis, OK, je vais le présenter parce qu'il faisait mon gala des rebelles. Oui. Je vais le donner là-bas, Ouais. devant tout le monde. Mike, au début, avait un plan. Pour moi, cette soirée-là, au Centre Bell, c'était que entre les deux podcasts, le monde ne savait pas qu'il y avait deux podcasts. Moi, je serais une des humoristes qui serait en place quelque part. Alors, quand le premier podcast termine, une lumière va aller sur moi, puis il va dire « Hey, Pantel, c'était là. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu sais, que tu aimais le podcast? » Je vais dire « Oui, whatever. » Y a-tu d'autres podcasts, des invités que tu aimerais
voir sur sous-écoute. Puis moi, j'aurais donné le nom des prochains invités, tu vois, comme les c'est Denis nice. ou whatever. Ça serait cool juste pour, oh shit, il y a une autre podcast qui commence. Mais ils ont dit à Mike, si tu vas trop long, whatever, tu dois payer. Ouais. Alors, Mike a scrappé toute cette idée-là. Alors, moi, j'avais rien à faire. Alors, pour moi, j'avais pas de stress. Moi, j'étais là, je peux... C'est une soirée fun, puis c'était vraiment émotionnel pour moi parce que j'ai vu l'amour que Mike recevait, puis c'était... Pour moi, c'était... Finalement, c'est le temps, tu sais, qu'il reçoit ça. T'as-tu pensé que c'était ta première vraie grande sortie publique? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, quand... Quand t'as été présenté à tout le Centre Bell, la Ouais, majorité mais te j'avais connaissait. C'est ça, mais moi, je savais même pas que je vais faire ça. Alors, quand la soirée se déroulait, moi, j'étais relax parce que j'avais rien à faire. Je pouvais juste être là pour supporter mon ami. Oui. Alors, pour moi, c'était le meilleur scénario. C'est pas que je voulais pas le faire. J'étais intéressé de faire le setup qu'il voulait. Ouais. Mais à cause que j'avais plus le stress de performer, Oui. pour moi, c'était comme, oh, fuck, we could enjoy this night. Puis après ça, ça va être la célébration. C'est tout parfait. Mais entre-temps, moi, j'étais booké pour aller faire la scène extérieure à Juste pour rire avec Preach, le show de vrai. Preach. Alors, je pars. Je vais faire... Puis il y avait comme 10 000... Il y avait plein de personnes. Je pense que c'était 12 000. je me Ouais, souviens. ouais. C'était deux gros événements en parallèle dans la même industrie. Là. Mais imagine ça, je sors devant 12 000 personnes. Puis j'avais du fun, c'était cool, mais dans ma tête, j'étais comme, je veux retourner, je veux être avec mon ami. Parce que c'était une grande soirée. Je veux juste être là, backstage. Le monde ne voit pas, mais je peux supporter Vivre. Mike. Je peux vivre ça. Puis pendant qu'on était assis, je sais pas pourquoi, mais je parlais de la censure, puis tout ça avec Preach, puis on parlait de ça. Je dis, fuck, le meilleur moment, c'était vraiment au Centre Bell. C'est une censure, tu sais, ça marche. Puis Preach me dit, ben pourquoi est-ce qu'on le donne pas maintenant? Je dis, écoute, c'est impossible, bro, c'est au studio, c'était ici. Ouais. La ceinture était ici pour safekeeping parce que personne ne savait que j'avais cette ceinture-là. Michel le savait, Ouais. Preach le savait, lui, il y avait comme 5 personnes qui le savaient. Puis moi, j'étais sensible de sortir sur la scène extérieure. Puis il me dit, go get the belt. Alors j'envoie lui avec mon auto. Ouais. Ça, je l'ai entendu, l'anecdote. Oh, bro, puis c'était vraiment à la minute. On était backstage au Centre Bell. Je laisse l'auto avec lui. On rentre avec Preach. Puis au lieu d'aller passer par la sécurité, Preach dit non, c'est important, on doit courir. Puis je dis, on n'a pas de mic, comment est-ce qu'on va faire? Preach va au réalisateur. Puis il dit, hey, on a une surprise, c'était déjà planifié. C'était pas planifié. Donne-nous le mic. Le gars savait pas quoi faire, il nous donne le mic. Puis c'est vraiment, on marchait. Mike essayait de trouver une manière de finir le podcast. On arrive devant. Mike ne pouvait même pas voir. Il a juste vu Preach. Puis il était comme, Preach a une question. Puis tu vois même dans la vidéo, shit, Pandel, pas ça. Il savait même pas. Ouais. Alors, c'était une bonne surprise pour lui. C'est la parfaite mise en scène. C'était... En fait, qui a été improvisée d'une certaine façon. Ouais, vraiment. 100% improvisé. Puis moi, c'était bizarre parce que moi, je veux dire, pour moi, ça va être chill parce que c'est pas comme si le monde va me connaître. Ouais. Mais dès que le monde commençait à me voir, le rush commençait dans le Centre Bell. Puis après, mon nom, tu sais, le monde crée mon nom. Puis je me dis, oh shit, il y a plein de gens qui savent je suis qui. Ouais. Alors ça change le dynamique Moi, un peu. ça m'a surpris, ça. Moi, ça m'a surpris, mais c'est à cause d'Inter, c'est à cause du Frenchcast puis tout ça. Ouais. Puis Mike, puis j'étais comme, oh shit, ils sont déjà au courant. Alors, OK, c'est un peu bizarre. Ça m'a rendu... J'étais un peu plus nerveux à cause de ça. Mais je dis, fuck it, man. C'est mon seule opportunité de donner quelque chose de spécial à Mike. Bro, t'inquiète, stay calm, fais-le bien. Puis je pense que je fais le meilleur job que je pouvais faire dans le temps pour donner le message que je voulais donner, puis donner la ceinture. Puis ça a bien marché. Huge punch-out. C'est huge c'était punch-out. Le malade. monde pensait que c'était planifié. Puis quand le monde sache maintenant que c'était pas planifié, je pense que ça rajoute de quoi. Parce que c'était un moment vraiment... Le monde ont eu la chance de vivre quelque chose spontané, unique. Puis ça venait du cœur. Moi, Preach, lui, tout le monde qui était là avec ce message-là, puis tout le monde qui était dans le Centre Bell. Ouais. Moi, je pensais que je parlais à propos de tout le monde, les 21 000, qu'on a apprécié qu'est-ce qu'il a fait. C'était honnête. Tout le monde sentait ça. C'est pour ça que je pense que c'était bon punch-out, puis le monde était émotionnel, parce que qu'est-ce qu'il dit, c'est ça que je vis. Exact. Je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait. Ouais. Antonio, comment tu t'es senti d'avoir été, pas utilisé, mais tu as été envoyé pour chercher la ceinture? Est-ce qu'à un moment donné, dans ta tête, tu t'es dit, faut pas que je fasse un accident? Non, zéro. Extrêmement fier, premièrement, parce que comme Pantelis, Mike m'a tout donné, puis je peux pas réellement donner quelque chose à Mike aussi. Fait que juste le fait d'être capable d'aller chercher la ceinture et l'amener en temps, je suis extrêmement fier d'être capable d'avoir fait
ça pour Pantelis. Puis j'ai une photo des caméras ici de sécurité, c'est fucking incroyable. Tu vois Poseidon, il sort, c'est noir, c'est le night vision, puis il a la ceinture dans une main, puis il sort comme ça. Puis moi j'ai eu la notification, puis c'est comme ça parce que moi j'étais dehors, puis j'étais un peu, je sais pas s'il va arriver à l'heure, je sais pas s'il est même arrivé au studio. Puis j'ai eu la notification, puis je vois qu'il courait de la porte, la ceinture dans les airs. Puis je dis ok, au moins il a eu la ceinture, il retourne, peut-être on peut arriver. Puis c'était vraiment à la minute, même pas à la seconde. Si on avait une délai de 2 minutes, ça serait fini, le podcast terminé. Je pensais aussi que j'allais pas arriver en temps parce que j'étais coincé. Quand je suis parti du centre-ville, j'étais coincé sur Saint-Laurent pendant 20 minutes. Ah, OK. Oh, c'est pour ça que moi je pensais, fuck, ça va pas arriver. Mais là, j'ai pris Park Avenue, puis j'ai fait Park Avenue, je pense, en dedans de 3 minutes. Du centre-ville, de Mont-Royal à Jean Talon. Avec mon auto! Mais justement, c'est une niaiserie, mais tu t'es stationné où quand t'es arrivé au Centre Bell pour apporter la ceinture? Dehors, sur le trottoir, puis moi, puis je suis sorti, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait après. Ouais, je vais recommencer. Puis là, j'arrive au studio, puis là, je suis comme, OK, j'ai peut-être le temps. J'ai même pas pensé à peut-être je vais me faire arrêter ou peut-être je vais avoir un accident. J'ai les lumières que j'ai brûlées. Allegedly. Puis c'est que c'est drôle, s'il y avait des caméras pour donner des tickets et tout ça, ben c'est mon auto! Il est sorti avec un bill de 1300$ de tickets. Tout ça, c'est allegedly en passant. C'est une histoire. C'est ça. C'est très drôle. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est toute l'exagération, bien entendu. Mais c'est ça. Enfin, je suis... En tout cas, là, je ne vais pas donner trop de détails, mais je suis enfin arrivé. Premièrement, j'ai ramassé Pantelis et Preach de la scène extérieure, sur Blurry, puis Sainte-Catherine. Oui. Puis, alors même là, il n'y a pas de stationnement. Just fuck it in the street. Tu sais. Alors, il arrête, il est comme, OK, let's go. Puis tout le monde court. C'était... Ouais, là, on rush, puis là, on arrive au stationnement. Mais là, j'ai déposé Pantelis puis Preach vite, puis j'ai dit, allez-y. Puis moi, je pensais qu'il ne va pas arriver à l'heure. Puis le fucking gars, il fucking rentre dans l'arrière. Puis pendant qu'on marchait dans le centre... On était dans l'aréna. Oui. On marchait vers Mike. Hey guys, I made it! Puis je tourne. Puis après, Poseidon me regarde et dit... Est-ce que je peux venir aussi, tu sais, monter? Puis je dis, bro, t'es là. S'ils vont être fâchés à cause... Si Michel ou quelqu'un va être fâché après nous parce qu'on va faire ça, puis c'était pas planifié, ben ils vont être fâchés, au lieu d'être fâchés à 2 gars, ils vont être fâchés à 3 gars. Let's go! Mais je trouve ça vraiment cool, votre complicité. Comment vous êtes rencontrés? Moi puis lui? Oui. Bar gay. Encore dans ce temps-là, Grindr n'existait pas. C'était... c'était une de mes amis, Legacy. Oui. Chris Legacy. C'est lui qui m'a... Introduit, puis... Pas introduit, c'est comme s'il m'a foisté. Il prenait soin de Poseidon depuis qu'il était petit. Tu veux dire qu'il l'a allaité? Ouais. Depuis qu'il était petit. Puis moi, je jouais hockey avec lui et Chris. On jouait au hockey-ball dans la même équipe. Puis, on avait besoin d'aide pour quelque chose. Je ne savais pas c'était quoi, comme un coach en arrière du banc, aider avec les lows, les line chase, tout ça. Puis, il a dit, j'ai quelqu'un que je peux amener pour nous aider, mais bro, il va te fâcher. Il dit n'importe quoi, il est ridicule. Puis, je dis, non, c'est cool, amène l'enfant. C'est vrai qu'il est honnête, Antoine. Ouais. Vraiment. Alors, il amène ce fucking bébé géant. Oui. Puis après ça, il commençait à venir à toutes nos games. Après, je commençais à l'inviter quand on sortait ou whatever. Oui. Puis on s'est habitué. Après, j'ai devenu... J'aime ça que tu utilises le mot habitué. Non, comme il faisait partie du crew, tu sais, on était habitués de ça. Puis je sais pas, c'était comme... C'était complicité, c'était drôle. Ça marchait parce que lui, il avait plein de un manque de connaissances, des choses que le monde, puis même moi, on trouve général puis normal. Lui, il avait pas ça. Alors, pour moi, c'était fascinant. Tu sais pas c'est quoi ça, tu sais pas c'est quoi, je sais pas, on va dire, Pennsylvania. Tu sais pas c'est quoi, n'importe quoi. Comme, il y avait des connaissances générales, mais de rien. Il savait pas c'était qui Andrew Dice Clay, Mike Tyson, des choses simples pour tout le monde d'autre. Lui, il avait pas ces connaissances-là. Alors, moi, je trouvais ça fascinant. Puis drôle aussi. Et après, une autre chose que le monde ils connaissent pas vraiment. J'allais dire, c'est-tu là qui est devenu la tête de Turc, mais c'est probablement quelqu'un d'autre l'a fait la joke. Non, c'était quelqu'un d'autre a fait cette joke-là. C'était Mike. OK. Ouais, toi, j'ai pas catché. C'est pas grave. Ah, OK. Une autre chose que le monde ne connaisse pas aussi, dans le temps... That's the point. But go on. Dans le temps, on faisait beaucoup de vidéos
Ouais, où on niaisait OK. sur Instagram. sur Instagram. Au début de l'Instagram. Ouais. C'est ça. Tu sais, avant, on faisait TikTok avant TikTok, genre. Ouais. Ouais, ouais, Fait que là, c'était drôle, puis le monde riait, puis Ouais. Parce que c'était unique ça a contribué aussi Ouais. à ça. à l'environnement. Ouais, puis tout. ça. Puis c'était comme, c'est qui lui? Ouais. Tu sais, c'était nouveau dans le crew, puis il est plus jeune, puis tu sais, il a une look unique. Ouais. Alors c'était. Puis on l'a niaisé, puis il niaisait aussi. Puis c'était juste, je sais pas, et on est devenus amis. Puis après ça, moi puis Mike, on faisait des épisodes de début au Two Drink Minimum, Ouais. puis on avait des invités, des humoristes anglophones. Puis on a vu que Mike s'est rendu compte que, premièrement, il n'y a pas assez de talent anglophone à Montréal pour avoir une guest à chaque semaine. Alors, Two Drink Minimum va mourir. Ouais. Deuxièmement, on avait des invités où ça se voyait qu'ils n'étaient pas des professionnels puis ils avaient peur de dire n'importe quoi. Ouais. Comme c'était des gens drôles, puis dès qu'on commençait le podcast, ils avaient peur de parler pour qu'ils se font pas canceller. Oui, il y en a beaucoup On- qui ont on a peur beaucoup hein, ça. Déjà. d'aller sur les podcasts. Même pour maintenant, ça. ouais, Ouais. pour ça. Alors moi, puis Mike, fuck, ça marche pas. Puis je dis à Mike, hey, écoute, moi, je connais quelqu'un, on peut tu sais, l'amener, comme pour Third Mike. Écoute, il est borderline retardé, mais il y a une sens d'humour. C'est ça que j'avais dit, il y a un sens d'humour. Je pense que ça peut amener quelque chose. Alors, on amène Poseidon. Puis Poseidon, je sais pas ce qu'il avait dit la première fois, mais c'était quelque chose de ridicule. Alors, Mike commence à le bullier. Moi, je commence à le bullier. Les deux, on le bully. Lui, il était comme, what the fuck? Alors, Il dit, j'aime ça. non. Au début, Ah, oui, il était plus susceptible. il catchait pas que s'il est là, c'est parce qu'on l'aime. Si on t'aime pas, tu vas pas être Ben là. non, ben non. Alors, au début, il catchait pas ça. Il pensait, oh shit, je pense que peut-être il m'aime pas. C'est pour ça qu'il me niaise. Alors, quand on bulliait trop fort, Oui. il prenait des breaks. Il était comme, écoute, gars, je dois prendre une semaine off. J'étais pas habitué. Il n'était pas habitué à ça j'étais parce pas que habitué. c'est difficile. Moi, j'ai grandi dans un domaine, même avec mes amis, on se bulliait beaucoup avec l'humour. Beaucoup. Les pires choses que le monde m'a dit, c'était pas mes ennemis, c'était mes amis. Ouais. Alors, c'est pour ça que même les choses que le monde va dire, ça m'affecte pas parce que, crois-moi, j'ai entendu pire, puis c'était des gens que j'aime. Alors, lui, c'était pas le même scénario. Alors, même avec deux humoristes, moi puis Mike, puis c'était des Beaucoup choses de sarcasme. vite, beaucoup de sarcasme, vite, puis des attaques de partout. Il n'était pas habitué à ça, puis il commençait à se douter parce Ouais. qu'il était trop anxieux. C'est pour ça qu'il prenait des breaks. Il était trop anxieux. Il était comme, ah, ils vont me ridiculiser, tu sais, ils m'aiment pas. Puis je sais pas où les choses ont shifté, puis il a catché, il était comme, ah ben non, man, s'il m'aimait pas, si on n'était pas amis, on serait pas Ouais. amis, je serais pas là, whatever. Il y avait un moment, il a catché. C'est pas un dîner de con, t'es le fou du roi. Exactement, davantage. t'es le fou du roi, c'est pas une dîner de con. Ouais. Puis là, quand il a catché, c'est là où les choses marchaient plus. Parce que là, il était plus ouvert Ouais. à nous donner les histoires de sa vie puis tout ça, parce qu'il savait que quand on le niaisait, puis on niaisait la situation. C'était pas qu'on le détestait. Alors, dès qu'il a catché ça, les choses commençaient à rouler parce qu'il était plus confortable. Comment est-ce que Puis tu... je savais toujours que c'était même du début, quand c'était un peu trop intense pour moi, je savais toujours que c'était une joke. Ouais. C'était juste. Il était pas habitué. J'étais pas habitué. Mais votre C'était- amitié était solide. Ouais, exactement. Ouais, Sinon, ouais. il serait parti. Donc, c'est ce, ouais. qui a sauvé les meubles au début. Ouais, au début, parce que, tu sais, je vais Mais pas... j'ai appris à séparer la vraie vie et To Drink. Du spectacle. Du Ouais. spectacle, Ouais. exactement. C'est parce que c'est bizarre de dire ça parce qu'à la fin de la journée, c'est nous. On est réellement nous sur le podcast, mais en même temps, il y a comme un degré de... On va bullier plus fort Ouais, sur le Il y a podcast. de c'est ça. l'exagération. comme Ouais, dans tout. exactement. Mais Comme- je trouve, j'adore To Drink Minimum parce que ça m'a tellement aidé à évoluer dans cette industrie-là. Il a fourré plein de filles à cause de ça. ouais. J'en doute pas. Il me reste- J'en doute pas. Fait que, moi, je pense j'ai évolué beaucoup plus rapidement à cause de To Drink, à cause de Ouais. être avec Mike puis Pantelis chaque semaine. Puis ça, j'oublie pas. Fait- C'est quoi le sentiment que tu as de monter comme ça dans le showbiz, accompagné de ton partner, de voir ton partner prendre des grosses scènes, de prendre plus de place dans le paysage de l'humour québécois? Est-ce que tu te sens impliqué dans son succès? Ah, mais oui. Il est impliqué, ouais. Ben oui. Bien sûr, ouais. Oui. Mais Oh. de sentir qu'il y a une partie de ça qui t'appartient. Ben oui. Ben oui, sinon je serais pas là. Ouais, il- Parce que Je- tu sais, Mathieu, c'est ça pour moi dans Ouais, dans ma 100%. vie d'humoriste. Tu sais, si Mathieu n'est pas là, je suis pas je suis le même humoriste, mais je suis pas aussi bien entouré. Je suis pas Oh, capable moi, de moi, je produire suis- de la même façon. Moi, je suis beaucoup plus heureux quand il n'est pas là. Mais c'est. non, mais il est toujours là. Il est là pour.
Tu sais, quand tu allais faire le troquet, tu mentionnais ça. Oui. Il était là. Oui. J'ai des gens que je veux avec moi quand je fais ça. Lui, c'est un des gars. L'autre, c'est Émile Coury. Oui. Émile Coury est toujours avec moi. Il fait les premières parties et tout ça. On s'entend phénomène, très Émile. bien. C'est un, oui, il est ouais. incroyable. C'est un bon gars. Puis moi, je veux faire plein de choses avec lui. C'est un très bon gars. Puis l'autre, comme le crew, c'est Mike. Comme on était vraiment chanceux pendant la tournée de Noir. Parce que, imagine ça. C'était moi, Mike, Poseidon, puis Preach. Oui. Pour un an, puis quand on avait Lou Marin aussi quand il venait, mais il n'était pas toujours là. Mais c'était une crew. Juste imagine ça. Ouais. T'sais, on se niaise, il y a du fun, c'est des gens que tu t'entends bien, puis c'est mes amis. Comme lui puis Mike, c'est les gars que je vois le plus dans ma vie. Puis les gens que je communique avec le plus. Alors d'avoir ça en tournée, d'aller partout, puis aussi Mike, parce que je l'apprécie beaucoup. De voir l'amour qu'il recevait à chaque soir du monde. C'était comme it was a nice icing sur le cake. Oui. C'était heureux. Tu sais, le monde est heureux de le voir, le monde est heureux de nous voir, on se niaise, on mange. C'était la vie parfaite pendant un an. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Puis j'ai vécu des choses que j'étais allé à fucking Fermont. Ouais. J'ai jamais pensé à aller. Je savais même pas que ça existait. Fermont pensait pas t'avoir non plus. Non, c'est mais sûr. c'est ça qui était intéressant. On avait des gens qui me reconnaissaient du Frenchcast. Oui. Puis Mike m'a dit, est-ce que tu aurais pensé dans ta vie que tu vas venir à Fermont? Premièrement, je savais même pas que ça existe. Puis tu vas avoir quelqu'un qui est plus excité de te voir que moi puis Preach. Ici, francophone. Puis j'étais comme ça. Puis il m'a dit, tu sais, le pouvoir de l'Internet, le pouvoir du podcast, puis tu dois continuer. Puis Mike me motive. J'allais dire aussi le pouvoir d'être honnête, le pouvoir d'être transparent, d'être toi. Je pense que c'est ça. Puis Mike expliquait aussi la popularité de Jer Alain, qui est quand même... Jerry et Jer. Jerry Oh, et Jer. Jerry et Jer. Mais Jer c'est toujours Jer Jer. Ce que tu honnête. vois, c'est ce que tu as. Ouais. Il n'y a pas de menterie. Et je crois que c'est la recette que les gens prennent le temps d'essayer de te découvrir. Mais c'est pour ça que les podcasts marchent. Parce que, écoute, si tu fais une entrevue de 5 minutes, 10 minutes, tu peux mentir, tu peux montrer une autre personne. Oui. Puis, en plus, eux, ils peuvent faire du montage. Exact. Comme les politiciens font. Alors, la majorité du peuple ne vont jamais savoir t'es qui, toi. Oui. C'est pour ça que plein de gens ont peur de faire des podcasts. Fait qu'ils disent, 1 heure. Oui. 1 heure, ils vont voir que la masque va tomber. Quand on est devant public en plus, Puis ceux qui n'ont pas le sens du punch et qui ont de la difficulté à piger le sarcasme et qui doivent être dans un cadre, une structure, un texte, eux ont beaucoup de difficultés. Et en plus d'être live, puis que ça va être le format, ça va être l'intégralité du podcast qui va être mis, qui va rester sur les réseaux sociaux, on voit des gens se désister quand on fait les invitations à notre podcast. Avec les chiffres aussi, là. C'est Exactement. épeurant, Étant donné que c'est un podcast maintenant qui est rendu populaire, Ouais. je pense que ça donne le vertige à certaines personnes qui ont peut-être un peu moins de confiance en leurs moyens dans le moment présent, dans le live. Des fois, je les comprends parce que c'est pas des gens méchants. C'est juste des gens qui sont pas habitués à faire ça. Mais il y a d'autres gens que j'aime quand ils s'exposent. Puis, OK, fuck, t'es comme ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai dit ça plein de fois. Moi, j'aimerais savoir qui est raciste, méchant, whatever. Ouais. Je veux pas parce que là, je peux savoir comment je deal avec toi. Je sais que, on va dire que si Steven, t'es comme, tu sais quoi, moi, j'aime pas les Pakistanais. Les Pakistanais n'ont pas d'affaire à être au Canada. Moi, je sais que, OK, à cause de ça, nous, vraiment, on a trop de choses qui ne marchent pas. Alors, ça va pas. J'aimerais savoir. Je veux pas avoir une surprise. Tu sais, une fois que je dis, hey, viens avec mes amis, puis tu vois Preach, puis t'es comme, pourquoi est-ce que les Noirs sont là? Tu sais, je veux pas. J'aimerais savoir, face value, t'es qui? Là, je peux te diriger, je vais te mettre où? C'est là où est-ce que moi, je pense que j'ai pris une coche quand j'ai décidé que j'allais vivre avec qui j'étais et que j'allais montrer au monde la vraie personne que j'étais en dehors des blagues. Et c'est Yves Trottier, qui était le directeur des programmes à l'École nationale de l'humour, qui, lui, m'a dit ça. Il dit, on veut savoir qui t'es. On veut savoir ce que tu penses. Puis moi, au début, ça parlait pas. Ça me parlait pas. J'ai dit, j'ai besoin de prouver mon efficacité comique. J'ai besoin de faire des blagues sur scène. Ce que je pense, qui je suis, le monde s'en calisse. C'est pas vrai. J'étais wrong à 100% jusqu'à temps que je découvre l'univers puis l'industrie et je réalise que les gens s'attachent aux êtres humains en arrière du produit. C'est beau d'être efficace, mais l'important, c'est que tu sois une bonne personne, que les gens t'aiment pour qui tu es, mais pas la personne nécessairement que tu voudrais être. Moi, je savais ça à cause que avant l'humour, comme j'étais project manager puis tout ça, je faisais beaucoup d'affaires dans le domaine la production. La production de jeux vidéo, puis applications mobiles, tout ça. Moi,
j'ai pas étudié dans ça. Moi, j'étudiais à Concordia pour l'histoire. Ouais. Alors, c'est juste un domaine où j'ai grandi puis j'ai devenu de meilleur en meilleur. Puis, tous mes contacts puis tous les projets que j'avais avec des grandes compagnies, eux, ils m'aimaient pour moi. C'était vraiment... Et j'avais même une compagnie où j'avais parti, parce que ça allait pas bien, c'était vraiment méchant avec moi. Mhm. Puis, même quand j'ai démissionné, ils étaient méchants avec moi. Puis, ils voulaient même pas annoncer à mes clients que je vais partir. Puis eux, dès qu'ils ont su, ils ont dit « OK, on ne veut pas faire affaire avec vous. » Mais pourquoi si toute l'équipe est là? Mais ils disent « Non, nous, on dealait avec lui. Ouais. » Alors, moi, je savais comment c'était important d'avoir la connexion avec les personnes. Mon seul problème en français, au début, j'avais peur, à cause de mon accent, que je vais les perdre. Puis ils vont penser que à cause de mon accent, comme ou bien c'est un faux accent, ou bien on peut pas connecter avec lui parce qu'il parle pas comme nous. C'était juste ça mon peur, Ouais. moi. Puis j'avais beaucoup de ça. Mais après, c'était vraiment vite où j'ai vu le monde m'accepter, puis ils s'en foutaient. Puis ça rajoute de quelque chose aussi parce qu'ils voyaient l'effort que je mettais. Ouais. Là, c'est tombé, puis je pense plus à ça. Je parle comme je parle, puis... Tu sais, mon partner Continue. dans la vie en humour, c'est Julien Dionne. Tu le connais très bien. Bien sûr, je connais, ouais. Julien, on a fondé les Jeux du stand-up au Troquet ensemble il y a plus d'un an maintenant. Mais Julien aussi, même si il est né dans un environnement en français, il a été élevé en français, c'est un gars originaire de Skiduk au Nouveau-Brunswick, ben ça reste qu'il y a un accent. Ouais. Mais cet accent-là, moi, je le vois au travers de notre soirée, c'est positif. Les gens viennent consommer cet accent-là au travers de son produit humoristique. On a même des hecklers qui en profitent, puis ça rajoute au show. Là. Oui, exactement. C'est rendu une couleur, cette dualité-là entre le français et l'anglais. Et il me fait toujours parce très que vous rire. vivez quelque chose de différent là-bas. Parce que moi, je le vis pas autant maintenant. Ben, je suis plus impliqué dans le domaine francophone, je vais dire Oui. ça. Mais je me souviens quand... Parce que tout le mois d'août, on était... À chaque fin de semaine, on était à Gatineau. Puis Mike, tu sais, il y avait des histoires, puis on parlait de ça. Puis j'ai des amis là-bas maintenant, un magicien comme Alex Boyer, puis tout, qui me parlaient de ça. Il y a comme une tension encore. C'était beaucoup Oh, plus, oui. plus avant, mais une tension anglo-franco que je trouve ridicule. Ce qu'on a fait pour essayer de briser ça, moi et Julien, on a commencé à inviter des humoristes anglophones qui sont capables de faire des numéros en français au jeu du stand-up du Troquet. Donc, ils vont produire leurs numéros en français. Il arrive que c'est beaucoup de franglais, mais parce qu'on est dans une région où est-ce que le monde se calisse, que ce Tout le soit monde est français bilingue. ou anglais, ça fonctionne. Même que je te dirais qu'on met un plein numéro en anglais et il n'y a aucun problème. 90% du monde comprennent et embarquent dans ça. Donc, c'est le fun de voir qu'on tend la main aux humoristes anglophones de venir produire en français. Et j'aimerais ça voir aussi l'inverse. Donc, j'aimerais ça voir qu'on accepte davantage de Québécois dans cette industrie-là. Puis pour avoir fait les grands comedy clubs, j'ai fait le Yuck Yuck, j'ai fait de l'Absolu Comedy, c'est beaucoup plus difficile de se faire tendre la main, surtout comme nouveau. Mais l'ambiance est complètement différente. La dynamique entre les humoristes anglophones. Je veux pas bâcher, canadiens. par exemple, sur les Non, je comedy veux pas- clubs Non, je bâche pas. d'Ottawa. Mais en voulant dire que c'est vraiment une dynamique complètement différente. C'est une dynamique Oui, différente, ça, ouais. je sais. Des fois, C'est ça. c'est froid même un peu. Ouais. Tu sais, quand tu es J'ai habitué déjà à la discuté chaleur ça. des Québécois. J'ai déjà discuté. Alors, tu bâches Ok. pas parce que moi, ça fait des années que je parle de ça sur mes podcasts. Le monde est habituellement intéressé. Oui. C'est comme, ouais, c'est comme ça. Puis j'essaie de leur expliquer. Puis même, moi, j'ai des soirées en anglais au bordel maintenant. C'est vrai, hein? Chaque mardi soir, 21h15, Oui. c'est en anglais. C'est humoriste. Même les humoristes, la première soirée, c'était la semaine passée. Oui. Est-ce que tu étais sold out? Non, c'était pas soldat. Encore, Ok. ça va prendre quelques semaines. Oui. De qu'est-ce qu'il me disait là. Parce que, premièrement, j'ai encore. C'est une semaine maintenant, OK? C'est deuxième chose, Oui. c'est ce soir. J'ai encore les mêmes questions. Puis je dis, je sais pas si les anglophones ne lisent pas qu'est-ce qui a été écrit. Oh, alors tu fais ton heure en français. Je dis, non, j'ai déjà fait mon heure en français 2 fois là-bas. C'est écrit, c'est en anglais. Tu peux le comprendre, tu peux venir. J'ai encore des gens qui ne comprennent pas c'est quoi. C'est comme, mais non, c'est le bordel. Ils font pas ça en anglais. Alors, j'ai Est-ce que parlé c'est un avec format Daniel. headline? Non, c'est un format, c'est 6... Moi, j'anime. J'amène 6 humoristes, ils font 10 minutes. Donc, OK. C'est vraiment Puis le format du bordel, mais en anglais. C'est vraiment un format de bordel, mais en anglais. OK. Alors, c'est fun. C'est toujours quelqu'un de nouveau. J'amène des professionnels, alors Oui. ça va fucking Ouais. toujours bien aller. Oui. Tu vas découvrir des gens, si tu es bilingue, que tu connaissais même pas, ouvrir une porte pour eux. Puis les gens qui sont bilingues, j'espère que je peux les comme motiver à le faire Ben, en tu vas français. les séduire. C'est Ah certain ouais. que tu vas les séduire parce qu'il y a une volonté d'arrêter de se casser le cul avec le français puis l'anglais.
Puis si on se rejoint quelque part entre les deux, oui, il va y avoir des productions françaises, il va y avoir des productions anglaises, et il va y avoir des productions bilingues. Et de plus en plus, les productions bilingues, ben moi, je crois que ça gagne en popularité parce que les gens ont la capacité de comprendre les deux langues. Puis ça donne quand même quelque chose de spécial. Pas juste ça, moi je trouve que c'est important parce que le Québec est unique en tel que la culture québécoise, c'est juste ici. Tu sais, oui, on a des franco-ontariens, mais québécois, c'est vraiment ici. Alors, de s'enfermer, la culture est difficile à promouvoir puis ça meurt. Mais quand tu as d'autres gens qui vont parler de toi, qui vont sharer ta culture puis être impressionnés, là, ça continue. Oui. Là, ça, c'est grand. Quand les gens, on va dire, à New York vont parler de « Ah ouais, mais fuck, man, au bordel, ils font ça. » Puis ils parlent de nous, puis c'est mentionné, puis ils commencent à consommer nos films. Parce qu'il y a plein de films internationaux que le monde regarde avec des sous-titres d'autres pays. Pourquoi pas les films québécois? Oui. C'est important de montrer au monde que il y a une pont. Venez nous chercher un peu pour qu'ils puissent nous promouvoir partout. Dire, hey, regarde ça. Regarde qu'est-ce qu'eux, ils font là-bas. Check ça. C'est vraiment important. Alors, les artistes, maintenant, on a une opportunité parce qu'il y a plein de gens bilingues puis beaucoup de talents. Le monde est intéressé. On a une opportunité de faire ça, de pousser la culture à l'extérieur pour que le monde retourne à nous. C'est important, puis j'espère que plus en plus le monde vont faire ça, parce que c'est le chose le plus important qu'on peut faire, parce qu'il y a trop de choses américaines, trop de choses internationales qui est facile à consommer, qu'on consomme ici. Alors, tu veux pas que ça devienne trop dominant, puis tu oublies qu'est-ce que tu as ici. C'est pour ça que c'est important de montrer, hey, shit, on fait ça bien, puis eux, ils commencent à adopter ça un peu. Est-ce que tu as réfléchi sur le fait que ton casting, mettons, ton pacing doit avoir des gens qui ont aucun accent en anglais? Parce que souvent, il y a des clients en anglais qui vont demander « je veux pas l'accent ». Tu sais, je veux des gens qui n'ont pas d'accent. Est-ce que c'est quelque chose que tu, dans ton produit, que tu prends en considération? Ben, en anglais, j'ai pas d'accent. Toi, non. Mais tes invités, est-ce que tu vas les choisir en fonction de ils n'ont pas d'accent ou Non, pas du tout. Parce que s'ils sont drôles, je sais. Comme Mike a fait avec moi en français. Puis Michel m'avait dit la même chose quand la première soirée où j'avais fait ça pour Mike. Puis Michel, je dis c'est bien allé. C'est bien passé. Il dit même ton accent, ça marche. C'est meilleur avec l'accent. Alors, moi, j'ai plus peur de ça. Si moi, je sais qu'ils sont drôles, parce que, on va dire, la semaine passée, mon pacing était hyper différent. Oui. J'avais une femme indienne, un gars libanais, 2 Canadiens. Comme c'était vraiment... Mais tout le monde était drôle. Il y avait une mixité. Puis tout le monde avait un bon temps. Quand tu parles, le monde qui ont venu le voir, le public était comme fuck, c'était écœurant. Même le staff au bordel était comme shit, je connais pas ces gens-là. Puis c'était fucking drôle. Puis ton pacing était malade, c'est tout différent. Puis t'as un jeune, un vieux, tout ça. Parce que si c'est drôle, c'est drôle. C'est ça qui est magnifique avec l'humour. Tu peux vraiment briser des barrières, tu sais, des perceptions que tu as des gens. Parce que tu penses, ah ouais, on va dire, c'est une femme cinquantaine, blanc, elle va penser ça, elle va dire ça. Puis tu la vois sur la scène, elle dit quelque chose de... Puis c'est drôle, t'es comme, ah shit, j'avais une perception, c'est pas la vérité. Puis t'aimes ça, puis ça te rapproche du monde. Avec l'humour, tu peux l'utiliser, C'est ça que j'essaie de faire. Je ne dis pas que je vais gagner, mais je mets tous mes efforts vraiment parce que je pense que maintenant, à cause de le monde qui me connaisse, j'ai une opportunité. Je suis dans une place où j'ai 2 choix. Je peux m'enfermer, puis comme, fuck that, puis c'est juste mon moment, ou je peux faire des petites pontes, des petites connexions, puis ça va rajouter, puis tout le monde peut gagner. Le monde qui veut que la culture se promouvoie, ils vont gagner. Le monde qui veut voir les anglophones adopter un peu le français, ils vont gagner. Les anglophones qui veulent voir c'est quoi l'humour en français, puis qu'est-ce que le public, ils vont gagner. Alors, je préfère de faire ça. Je pense que ça va avoir un impact plus solide pour moi puis pour tout le monde dans 5 ans, 10 ans, si je fais ça, au lieu de m'enfermer et de dire « je vais faire ça en anglais, c'est plus facile ». Non. Est-ce que tu as senti que tu as dérangé les gens de par cette nouvelle production-là, Comedy Nest ou d'autres soirées qui étaient la même journée? Ils m'ont pas parlé encore. J'ai entendu quelqu'un avait dit quelque chose. C'est certain que tu dois avoir bousculé l'ordre des choses à Montréal en anglais. Là. Ouais, mais... anyways, on dit des choses, mais moi, je suis dans une
point maintenant où ils n'ont même pas la confiance de m'appeler pour me dire Ouais, quelque ouais. chose directement que je trouve ridicule parce qu'ils Et peuvent. ils vont t'appeler Ouais. pour être booké sur le spectacle éventuellement. Éventuellement, mais il y a même comme le Comedy Nest, ça c'était le premier club que je faisais, c'est le premier club qui m'a payé, mais ça fait plus qu'un an maintenant qu'ils m'ont pas invité. On avait une petite malentente, on va dire, puis ils m'ont pas rappelé. Tu veux Ça pas en fait- parler, hein? Non, je veux pas parce que c'est juste, j'ai rien fait de mal, moi, Ah ouais. mais ça va. Je veux pas caster des choses Non, négatives non. sur le Des monde. fois, c'est des conflits de C'est personnalité. non, ouais, c'était juste un conflit de business, on va dire. OK. Alors, ils m'ont pas appelé, mais moi, je veux pas. Comme c'est un mardi soir à 9h, je vais pas mettre quelqu'un out of business Non, avec non. ça. Mais je fais des choses, le bordel fait des choses que le domaine anglais n'est pas habitué. Premièrement, tout le monde est payé. Ouais. Tout le monde est payé. Bien payé en plus. Bien payé. Ouais. Plus que. C'est moins de temps que tu vas faire habituellement d'autres soirées en anglais. Si tu vas en C'est headline, plus c'est d'argent. 40 minutes, 45 minutes, C'est ça. tandis que tu peux ramasser peut-être le même cachet pour 10 minutes. Exactement. Donc, mais tout le monde dans l'industrie te voit aller et tout le monde, ben, ceux qui sont dans la business, qui produisent des soirées, font de l'argent avec ça, savent très bien que si c'est populaire, c'est bien payé, tu vas en produire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Pas juste ça, il y aura du monde qui vont te dire hey, écoute, le bordel se permet de me payer ça. Puis comment est-ce qu'eux ils se permettent ça? Toi, tu n'as pas d'overhead, puis tu nous payes pas. Ouais. Alors là, je sais que peut-être il va avoir une petite peur. Et il n'y a pas de commandite au bordel, mais certaines soirées sont commanditées. Donc, la part d'argent, c'est pas juste de la vente de billets, mais c'est de la commandite. Exactement. Alors là, peut-être les choses vont commencer à changer parce que le monde va demander hey, écoute, man, tu peux pas me donner fucking 15 pièces ou 20 pièces pour 15 minutes si le bordel va me donner fucking triple ça ou whatever. Exact. Alors peut-être ça va changer quelque chose. Mais moi, je souhaite, comme je t'ai dit, le Comedy Nest, j'ai commencé là-bas. Alors pour moi, c'est une place importante pour moi, comme émotionnellement. Oui. Parce que sinon, si j'avais pas le Comedy Nest, j'aurais pas devenu humoriste. Parce que c'est là où je pratiquais, c'est les premières personnes qui m'ont payé, c'est la place où ils m'ont laissé aller. Ouais. Même quand j'ai abordé des sujets que le monde trouvait offusquants ou whatever. Tu peux parler de la race, tu peux parler de Ils politique. t'ont supporté. Ils m'ont supporté. Ils m'ont dit, écoute, la vérité, c'est que oui, c'est des sujets que le monde habituellement n'aborde pas, mais t'es drôle. Oui. Alors, même si on a deux personnes qui se plaignent, « Oh, je pense que ça, c'est raciste », la majorité voit c'est quoi que tu essaies de dire. Alors, on ne va pas t'arrêter. J'ai retenu une chose importante que tu as dit en début de podcast. La minute que tu commences à avoir ton propre fanbase, tu peux te permettre de faire ce que tu veux avec ces gens-là. Exactement. Ouais. En fait, les gens te donnent la permission d'être qui tu es, de faire ce que tu veux. Ouais. Ouais. C'est que tu n'imposes plus rien à personne. Le monde qui sont là veulent être là pour t'écouter. Exactement. Alors, moi, maintenant, par exemple, mon heure au bordel, Ouais. j'avais plus peur de... j'ai même abordé des choses, à chaque spectacle, deux choses différentes pour des sujets comme les athlètes trans ou whatever pour voir. Puis le monde était comme, oh, what the fuck? Il n'était pas offusqué, mais il était comme, il va où avec ça? Ouais. Tu vois? Mais je me permettais parce que je savais, je peux aborder ce sujet-là. Je sais que le sujet est vraiment, vraiment... pas tabou, mais tense maintenant, comme de parler de ça. Mais je sais qu'avec ce peuple-là, on peut en discuter. Ouais. On n'a pas de laine, on n'a pas ça, mais on peut parler de ça un peu. Même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, même si on n'a pas la même façon de penser, on est Puis c'est capable sûr de qu'on respecter connaît l'autre. pas. C'est sûr qu'on n'est pas, mais on peut se respecter assez pour parler. Puis d'essayer de trouver l'angle drôle. Oui. Alors ça, c'est à cause des années, à cause de Mike, parce que Mike, c'est lui qui m'a vraiment poussé devant le public. Oui. Mais à cause que j'ai mon propre public maintenant, je peux me permettre de faire ça. Il a convaincu beaucoup de gens qui performaient en anglais à joindre la scène francophone Mike, en ouais. humour. Ouais. Mike Patterson fait ça maintenant Ouais. en français et tout ça. Je le Rachel, niaise. Rachel Ellie. Mais Rachel Ellie, je pense qu'elle est. Ouais, Rachel Ellie. Non, peut-être elle c'est la, faisait. c'est la elle même faisait chose. avant. Elle faisait pas ça avant. Moi, je Oui, pensais elle qu'elle faisait faisait ça avant. avant. Elle je faisait pense ouais. qu'elle n'a pas fait ça longtemps. Elle a eu une pause avec ses enfants. Ah, peut-être c'est ça. Oui, Peut-être, c'est ouais, celui- ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est vrai. veut pas, elle a deux beaux garçons qu'elle Ouais. a élevés toute sa vie. Donc, il y a eu une reconnexion à l'humour qui s'est fait aussi. Je te dis, comme moi au début, si tu vois ma première entrevue à sous-écoute, j'avais de la difficulté de sortir mes mots. Et pour moi, c'était épouvantable, si tu regardes maintenant. Mais j'ai mis de l'effort pour arriver où je suis maintenant, Ouais. puis ça améliore à chaque jour. C'est à cause de Mike. Mike m'a donné l'opportunité. Je dis, OK, moi, je vais mettre des efforts. Puis... Je pense que ça a été une influence. Puis
un aide pour plusieurs personnes. Dans mon cas, je vais respecter cet homme-là pour le restant de ma vie, de s'être tenu debout et d'aller devant la Cour suprême. Pas contre le petit Jérémy. Non, mais il n'était pas contre. Ça n'avait rien à faire. C'était justement pour la liberté d'expression, la cause de la liberté d'expression. Et on a vu que les paramètres n'ont pas été redéfinis de la liberté d'expression, qui était l'incitation à la haine puis l'incitation à la violence. Pour ça, je ne sais pas si un jour le Canada va le j'aime pas ça dire décorer, mais souligner son apport dans son industrie, dans son créneau à lui. Face à la liberté d'expression. Si on parle de tous les facts puis on dit la vérité, l'année passée, moi, j'ai essayé avec l'APIH, puis j'avais même mon gérant qui parlait, j'avais essayé de leur convaincre de donner un prix à Mike au gala l'année passée parce qu'il avait gagné. Ouais. Il voulait rien savoir de ça. Puis c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mike, c'est ça déjà. Michel a essayé. Quand moi, j'avais dit à Michel, j'essaie de faire ça, je les pousse, mais il veut rien savoir de moi. Je pense que Michel peut-être a dit quelque chose. Alors... Parce qu'en bon citoyen, il a fait tout dans les règles de l'art. Ouais, mais je comprends. Je dis pas que je suis d'accord. Je suis pas en accord avec eux. Ils devraient avoir fait quelque chose pour Mike l'année passée. Mais la raison de laquelle, c'est que je pense Radio-Canada, premièrement CBC, c'est eux qui produisent ça. Peut-être plus CBC que Radio-Canada. C'est ça, mais ils voulaient pas faire... C'est la même affaire. Ouais, mais... Ils voulaient pas rajouter un prix. Strict en anglais. Ils voulaient pas rajouter un prix, je pense, comme un nouveau... Comme si ça, c'est un fucking grand problème pour eux. Ben, surtout que le gala des Oliviers, c'est un anti-gala à la base, là. Anyways, leur excuse, pour moi, était pas assez. Pour moi, ils sont inacceptables pour moi parce que on est là à cause des personnes comme lui. Puis, si quelqu'un gagne un prix là-bas pour son spectacle ou whatever, c'est à cause qu'il avait le droit de le faire puis de dire n'importe quoi, puis dans le contexte que c'est de l'humour, à cause des gens comme lui. Alors puis l'APH, je pense qu'ils ont même mis de l'argent pour aider au début. Alors, tu as mis de l'argent dans ça. Alors, quand il a gagné, on doit féliciter ça. C'est une célébration. C'est ça que... Et c'est pas une célébration contre le petit Jérémy, c'est une célébration. Ça n'a rien à faire avec lui. Non, exactement. Ouais. Mais Mike va dire, qu'on le mentionne. Mike a rien contre l'enfant. C'est un adulte, mais il n'y a rien contre lui. Mais je trouvais ça important de souligner que c'est vraiment son apport face à la justice. C'est à cause de commentaires comme ça que je ne vais pas être nominé cette année. C'est parfait, je viens de te saboter aussi. C'est bon, imagine. Oh, bro, si t'es nominé... Puis je ne suis pas à cause de ça. Chier à terre, je te garantis chier à terre. Oh, mais ça va être... Moi, je valide. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci. Puis pour votre podcast, puis tous tes liens à toi, si tu fais des spectacles, sont tous dans la description. Merci. Alors, le monde qui veut t'écouter ça va bien, maintenant, mes affaires. Ouais, bro. Ça va bien. Ils vont cliquer, c'est fucking facile. Je veux vous remercier les deux d'être venus ici. Puis on va se revoir, on va faire des shows ensemble, on va parler de ça. Ouais. Merci à Antonio aussi pour ton apport sur le podcast. Plaisir. Merci. Beaucoup de respect pour toi. Merci. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my